Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro de Presse Plus. Autour de la table, nos invités et consultants habituels, il s'agit de Ousseini Issa, journaliste professionnel. Ousseini, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et en face, il y a Dr Amadou, chercheur à la retraite. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Traoré Daouda, journaliste professionnel, est en retard. Il a annoncé son arrivée. Nous le prendrons dès qu'il fera son entrée. Par contre, notre Liron Abdraman est absent pour des raisons professionnelles. Pour aller vite, je propose tout de suite de suivre le menu de Presse Plus avec notre camarade de la rédaction, Boubacar Amadou. Aujourd'hui, dimanche 9 juillet 2023, Presse Plus est au rendez-vous avec au menu des gros sujets. Le premier sujet porte sur l'insécurité et le terrorisme et il est titré « Terrorisme au Niger, l'accalmie trompeuse ». Et puis le second sujet, quant à lui, porte sur le malaise supposé ou réel créé par les résultats des législatives partielles de la diaspora du 18 juin dernier au sein du PNDS-Tareya, le parti présidentiel et principal parti de la majorité. Ce sera sous le titre « Législative diaspora, les résultats divisent le PNDS ». Et enfin, une fois n'est pas coutume, vous avez dû remarquer que depuis quelques semaines maintenant, nous finissons l'émission avec une question du jour. L'actualité majeure du week-end qui fait rage sur les réseaux sociaux et pas seulement. Cette fois, nous parlerons de la reprise de l'épreuve de mathématiques bac 2023 de la série D décidée par le gouvernement suite à des irrégularités constatées. Voilà donc pour le menu. Bonjour et bienvenue dans Presse Plus. Terrorisme au Niger, terrorisme au Sahel ou terrorisme tout simplement, l'accalmie trompeuse, c'est une interrogation qu'on est en train de se poser depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant. C'est le premier sous-thème de Presse Plus. Le résumé est signé Boubacar Amadou. Terrorisme au Niger, l'accalmie trompeuse, pas d'attaque d'envergure ni d'action d'éclat au Niger venant des ordres terroristes qui écument le Sahel. C'est l'accalmie totale. En tout cas, c'est le maître mot au niveau des autorités nigériennes qui évoquent pour principale raison les efforts des forces de défense et de sécurité nigériennes, à juste titre certes, même si ce n'est pas la seule raison. Cependant, à l'intérieur de ce tableau, que l'on voudrait rassurant, il y a des populations exsangues par l'insécurité ambiante et vivant dans une psychose profonde et permanente. En effet, les enlèvements et exécutions sommaires continuent. Les ultimatums pour quitter les villages et le paiement des rançons, des taxes et d'impôts continuent. Les marchés et les écoles restent fermés. Bref, un vrai tunnel noir dont les populations n'en voient pas la fin. Faut-il alors se réjouir très tôt? L'accalmie dans les grandes attaques va-t-elle se poursuivre? À suivre tout de suite le débat. Alors, Ousseinissa, accalmie trompeuse, c'est l'interrogation. Vous avez bien vu, c'est un point d'interrogation à la fin de cette phrase. Est-ce que oui, il y a une accalmie? Est-ce que oui, elle est trompeuse? Pour moi, il n'y a pas d'accalmie. Il faut être très clair, il faut être direct, il n'y a pas d'accalmie. Il n'y a pas d'accalmie parce que ça continue encore. Ça continue. Le seul problème, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas d'information autour de ce qui se passe, n'est-ce pas? En fait, les gouvernants ne communiquent pas par rapport à ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, actuellement, dans la zone de Torodi, ça ne va pas du tout. Il y a tout un canton où les populations sont menacées de quitter. Et les populations ont commencé à quitter le canton de Ourgelayo, n'est-ce pas? Absolument. Depuis pratiquement 48 heures, les populations sont en train d'affluer. Sur Torodi, il y en a qui vont vers, comme avait dit, en tout cas, ils sont en train de se disperser. Il y en a qui vont vers Saï, il y en a qui descendent vers Ndiaye. On en parlera tout à l'heure. Mais à partir de ce moment, on ne peut pas parler d'accalmie. On peut dire qu'il n'y a pas d'information officielle sur ce qui se passe réellement. Mais sinon, il y a des attaques qui sont là sporadiques. Il y a des, comment on appelle ça, des attentats à la mine qui sont là. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a des raps, il y a des, comment ça s'appelle, il y a des raps de bétail, mais également des raps d'êtres humains, pour demander des rançons par la suite. Alors, à partir de ce moment, on ne peut pas parler d'accalmie. On peut tout simplement dire compter l'affaire parce que tout simplement, il n'y a pas d'information officielle autour de ça. Docteur, en tout cas, moi, je suis d'accord avec Ousseini. Il ne s'agit pas d'accalmie, bien au contraire.
Vous avez vu, nous avons fêté avec des arrêts dont les prix ont flambé, simplement parce que les corridors d'Abidjan, d'Accra et de Lomé sont sous blocus terroriste, il ne faut pas l'oublier. Donc quand on me dit qu'il y a une accalmie, non, c'est pas vrai. Parce que, voyez-vous, l'armée publie de temps en temps des bulletins. Et même là, on se rend compte que c'est vrai qu'il n'y a pas d'attaque d'envergure, mais il y a quand même des attaques. L'avant-dernière attaque, c'est la gendarmerie de Kodo à 75 km de Niamey qui a été attaquée avant-hier nuit, à 22h. Donc on me parle d'accalmie. Parce qu'en réalité, ça veut dire quoi? Moi, de mon point de vue, les terroristes sont en train de nous imposer ce qu'ils ont imposé au Burkinabé, c'est-à-dire couper les grandes villes des autres parties du pays et éventuellement faire ce que bon leur semble sur la partie qu'ils contrôlent. Donc moi je me dis que sincèrement il n'y a pas d'accalmie, bien au contraire. Le gouvernement ne communique pas. La preuve, je ne pense pas qu'il y ait eu un communiqué par rapport à l'attaque de Kodo. Je ne pense pas que l'attaque d'hier, d'avant-hier nuit, contre les éléments de la garde à Yourou, où un a fait l'objet d'une communication gouvernementale. Non. Et je ne pense pas qu'il y ait eu une communication gouvernementale autour du déplacement des populations de Gourgueladio qui se sont installés à Torodi, à Niamey et à Saï. Au contraire, la seule communication qu'il y a, c'est qu'on nous a montré, c'est au niveau de Torodi, ces populations qui reçoivent des aides, en tout cas alimentaires, comment on appelle ça, de la part des autorités. Mais on ne parle pas des motifs qui les ont amenés à s'installer dans ces contrées-là. Je me dis qu'il n'y a pas d'accalmie, même si, du point de vue du gouvernement, il faut que le gouvernement sache que en tout cas, c'est une accalmie trompeuse. Même si lui, de son point de vue, il pense qu'il s'agit d'une accalmie. Le journal La Roue de l'Histoire, l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire a titré, mais c'est un fait qui remonte au mois de juin. Donc le journal rappelle à sa une. Difa, c'est dans l'est, l'extrême est du pays. Un engin explosif improvisé tue 7 soldats. Difa, un engin explosif tue 7 soldats. Donc un véhicule militaire qui a sauté donc, sur un engin explosif improvisé et qui a malheureusement causé la mort de 7 soldats. C'était au mois de juin dernier. Au mois de juillet, et c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, et c'est l'enquêteur qui en parle, l'enquêteur, le quotidien, l'enquêteur dans sa parution du 6 juillet 2023, le journal titre « Torodi en état d'alerte, Ouro Dialadio sous la pression des djihadistes ». Torodi en état d'alerte, Ouro Dialadio sous la pression des djihadistes. Alors, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Donc, Ouro Dialadio, là c'est à monde. Tout à l'heure, le docteur parlait de l'attaque de Kodo à 115 km. Ouro Dialadio, c'est moins de 115 km, voire même moins de 50 km de Niamey. C'est un peu dans le département de Saï. Et ces populations, pour certaines d'entre elles, ont commencé à se déplacer suite à l'ultimatum, semble-t-il, ou paraît-il, lancé par les groupes djihadistes qui semblent écumer cette zone. Oui, bien évidemment, ce n'est pas semble-t-il, c'est un ultimatum qui a été donné. C'est en cours de semaine, en début de semaine dernière, n'est-ce pas? Un groupe de djihadistes, ils sont allés dans des localités, ils ont déjà tué 2 personnes, n'est-ce pas? Et ce n'est pas la première fois que les terroristes arrivent dans cette localité. Bien évidemment. La problématique de cette zone, de ce canton, c'est qu'il y a un cours d'eau, en cas semi-permanent, une rivière qui est là à Gouroubi, qui partage, et comment vais-je dire, certains villages qui se retrouvent sur la rive droite quand l'eau commence à tomber, et il y a des villages qui se retrouvent de l'autre côté, là où se trouve le chef-lieu de canton. Malheureusement, c'est les populations qui sont de l'autre côté qui sont aujourd'hui sous menace, n'est-ce pas? Quand ils sont arrivés en début de semaine dernière, ils ont tué 2 personnes. Ils étaient venus chercher des gens qu'ils devaient abattre ou emporter avec eux. Ils ne les ont pas trouvés, c'était la nuit. Ils ont abattu 2 personnes. Et ensuite, ils ont tenté d'abattre, qui ont pu s'enfuir. Ils n'ont pas pu les tuer. C'est ensuite qu'après, ils ont donné l'ultimatum. Ils leur ont donné un ultimatum de 3 jours. Je me dis que mais j'ai comme l'impression que ça a été négligé et en fin de compte, ils ont mis à
en application la menace à partir de, je crois, jeudi. Mais jeudi, entre jeudi et vendredi, ils ont passé, jeudi, vendredi, ils sont passés à l'acte. Ils ont commencé, les populations ont commencé. Donc le 6 et le 7. Le 6 et le 7, oui, tout à fait. Les populations ont commencé à se déplacer parce qu'ils ne peuvent plus rester. Il n'y a pas eu de secours pour pouvoir créer les conditions nécessaires afin qu'ils puissent rester chez eux. Et ce qu'il faut déployer, c'est que ce nouveau déplacement massif de population intervient au moment où ces gens sont en plein travaux champêtres, n'est-ce pas? Ils sont en train de cultiver leurs champs, ils sont contraints de s'en aller et abandonner tout Si on peut suivre, parce qu'il y a des images qui circulent sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas tout à fait des reportages officiels ou des médias officiels. Vous en parlez tout à l'heure, le manque de communication. Mais bon, les populations, puisque aujourd'hui il y a l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication et des réseaux sociaux, voilà. Donc voilà, de certaines populations de ces villages-là. Il y a beaucoup de villages, je veux préciser, il y a beaucoup de villages de hameaux qui ont déjà quitté. Et c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que déjà Torodi abritait un certain nombre, important de déplacés internes qui sont venus, qui sont encore là. Maintenant, ceux qui sont en train d'arriver, c'est de nouveaux déplacés internes, n'est-ce pas? Alors, ce qui est choquant dans l'affaire, c'est que ça intervient au moment de la saison de pluie. Absolument. Les gens sont obligés de fuir leurs champs. Et quand on peut voir ici, ces populations, enfin, ces gens sont dominés surtout par des femmes et des enfants, réellement, on peut voir. En tout cas, sur ces images, il y a beaucoup plus de femmes et d'enfants. Et le matériel primaire, là, qu'ils ont pu ramasser avec eux, pour quitter précipitamment, certainement, les villages. Un départ forcé, si on peut dire. Oui, mais c'est même un départ forcé, parce que c'est des gens armés, c'est des groupes armés, c'est des bandits armés qui sont venus, qui ont dit il faut partir. Et, alors, quand il n'y a pas eu la riposte de l'autre côté, du côté des autorités, bien évidemment, ils ne peuvent pas rester parce qu'ils savent qu'ils sont exposés à la mort. Et c'est ça qui fait que moi, je ne vois pas un paysan en train de quitter son champ. Il n'y a aucun paysan qui voudrait bien quitter son champ comme ça, alors qu'il l'a cultivé, il a sémé, il a même labouré, il a fait, comment dire, les premiers labours. Je ne vois pas par comment un paysan peut s'élever comme ça pour quitter chez lui, si la menace n'est pas présente, si réellement il n'y a pas cette situation de pression de ces djihadistes-là. C'est ça qui est inquiétant. D'accord, il y a une barrière naturelle qui s'est posée, c'est-à-dire la rivière Gorubi qui a commencé à se remplir. C'est un peu difficile pour la mettre se déployer, il faut passer par un pont. Mais moi je me dis il faut trouver un mécanisme pour pouvoir bouter ces djihadistes-là pour permettre à ces populations de retourner, continuer à labourer leurs champs, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors, on l'a dit, vous l'avez même rappelé tout à l'heure, c'est vrai qu'il n'y a pas d'attaque d'envergure, mais la souffrance des populations, apparemment, n'a pas diminué pour autant. Il y a un manque d'alimentation, ils n'arrivent pas à cultiver leurs champs, comme l'a dit Ousseini. Il y a des enlèvements, les rapes de bétail aussi, les enlèvements de bétail, et les ultimatums pour demander de quitter leur village. Il y a voire même des assassinats, des exécutions sommaires, le paiement des taxes et impôts. Donc, malgré la rareté de ces actes ou de ces actes d'éclat ou d'envergure tels que nous avons connus il y a quelques années ou il y a quelques mois, la souffrance des populations n'a pas diminué. Mais simplement parce que l'État ne met pas les moyens. Vous savez, on n'a même pas besoin du pont. L'armée est dotée d'un certain nombre de hors-bord, donc avec des armes lourdes fixées. Et ces armes-là, ces bureaux vont faire leur preuve dans la région, dans le lac Tchad. On peut les affecter en Oulgueladio, au moins pour essayer de bouter ces terroristes-là, en réalité hors de la zone. Ce qui se passe, c'est que pendant que les militaires burkinabés sont en opération pour reconquérir les parties du territoire burkinabé occupées par les terroristes bombardés ou frappés se replient sur le Niger et il n'y a pas de contre-offensive, en tout cas pour les bloquer. C'est ce qui fait qu'à Oulgueladio, la situation est... L'armée a dépêché un détachement, mais qui se trouve du côté du chef du canton. Mais de l'autre côté, c'est les terroristes qui font la loi. C'est-à-dire qu'ils ont imposé un ennemi qui a affronté les militaires et qui a été tué. Ils ont imposé de nouveaux chefs. Ils ont imposé aussi des impôts, ainsi de suite. Donc moi je me dis que l'État doit mettre les moyens. L'État est en train d'implanter une caserne au niveau de Tamou. Mais en Oulgueladio, je pense qu'il faut occuper les deux côtés de la rue. Autrement, c'est un no man's land où les terroristes et les bandits vont faire ce que vont leur semble. Donc je me dis qu'il faut quand même que l'État s'y investisse
Parce qu'ils voient de la sécurité collective. À un moment, il semble même que les terroristes ont tenté une incursion entre Ourogueladio et Niamey. Ils ont voulu trouver un endroit où implanter une katiba, mais malheureusement, ils n'ont pas trouvé une forêt assez dense pour s'y installer. Ils se sont repliés. Et dans le repli, je crois qu'ils sont tombés sur les militaires. Les 6 qui sont venus à reconnaissance ont été neutralisés. Mais tout ça, l'armée ne communique pas. Ce sont les populations qui nous envoient les images, qui nous envoient les bilans des attaques. Et les terroristes ont affronté l'armée pendant 3 heures de temps avant que l'armée ne s'implante. Mais l'armée a eu le dessus, mais malheureusement ils se sont mis de l'autre côté et en s'installant de l'autre côté, en tout cas ils se sont dit que dans un avenir immédiat l'armée ne pourra pas les déloger. Donc il faudrait que l'État s'y mette, il faudrait que les gens sachent que l'accalmie dont le gouvernement parle là, en tout cas c'est pas une accalmie réelle. Il y a des combats qui continuent à se dérouler, il y a des morts tous les jours qu'on enregistre, mais qui officiellement ne sont pas déclarés, simplement parce que peut-être l'État a décidé de faire un blackout total sur ce qui se passe tant qu'il n'y a pas des dizaines et des dizaines de morts. La population continue à souffrir malgré cette accalmie, même si elle est trompeuse. Les déplacements des populations font partie de ces souffrances imposées aux populations par les groupes terroristes qui sont dans la zone. Mais moi, quand les gens parlent d'accalmie, je n'aime pas ce mot-là. On parle d'accalmie quand les gens sont chez eux, les gens peuvent rester chez eux. Mais à partir du moment où ces groupes-là peuvent venir, ce n'est pas pour tuer, pour prendre des taxes et impôts sur les populations, pour emporter le bétail, pour exécuter des gens qu'ils considèrent comme étant des ennemis dans les villages. Mais à partir de cet instant, comment on peut parler d'accalmie? Il n'y a pas d'accalmie. Il faut dire qu'il n'y a pas d'affrontement majeur où on vient tuer 150, 25, 30, 40 personnes. Mais il n'y a pas d'accalmie à partir du moment où il n'y a pas un contrôle total. Aujourd'hui, c'est une situation réelle. Ces populations qui ont dû quitter leur village, il ne faut pas perdre de vue qu'on est dans un contexte, on est dans une période où les gens, d'habitude, même ceux qui sont en ville, ils vont vers le village parce qu'ils vont aller cultiver. Absolument. Imaginez que quelqu'un qui a déjà semé son champ, qui a commencé à labourer, on vient lui dire, et de manière manu militaire, il faut quitter. Et il s'en va juste avec ce qu'il peut emporter. Ces populations sont dans cette situation-là. Mais à ce moment, est-ce qu'il y a une souffrance plus indicible que cette souffrance-là? Où on t'empêche de produire à manger. Où tu dois, pendant la période où tu te dis, il y a un peu d'accalmie sur le plan alimentaire, parce que même les feuilles vertes qui poussent peuvent te permettre de tenir. Même ça, tu ne peux pas bénéficier de ça, tu es obligé de ramasser, de t'en aller de ton village. À partir de ce moment, moi je me dis, on tait les informations, c'est les populations aujourd'hui, avec ces histoires de téléphone, WhatsApp et tout, qui donnent l'information souvent, parce que tout simplement, il faut alerter ceux qui sont dans les villes pour savoir, voilà la situation que les populations sont en train de l'arrière-pays sont en train de vivre. Ce n'est pas forcément qu'il y ait des affrontements, ou avec des nombres de morts, mais à partir du moment où des gens peuvent venir dire à des gens de quitter leur village, n'est-ce pas, des villages entiers, des milliers de personnes dégagées, on ne peut plus vous voir, sur la base d'un ultimatum, mais à partir de ce temps, on ne peut pas considérer qu'il y a une accalmie. Il n'y a pas d'accalmie, il y a peut-être, on passe sous silence l'information, tout simplement. Mais malheureusement, l'information ne peut pas passer sous silence parce que ceux qui vivent cette situation-là dure, c'est qui remontent l'information au niveau des villes et des machines, des localités qui ne sont pas affectées. À travers les mécanismes, les réseaux sociaux, tout ça. Et les activités économiques aussi sont ralenties parce que les marchés, pour la plupart, ne se tiennent pas. Non, mais moi, ce matin, j'ai vu les images de Torodi. On dit que pour le moment, on a enregistré 2000 nouveaux arrivants, c'est-à-dire des déplacés à partir de la 2000. Et on dit pour le moment, le bilan n'est pas définitif. Donc ça veut dire que les gens continuent. Il n'y a plus d'activité économique. Quand les gens sont astreints à accepter l'aide alimentaire des ONG, il n'y a plus d'activité économique. Peut-être les ONG, elles ont une activité économique en achetant ailleurs. Mais dans la zone, il n'y a plus d'activité économique, c'est fini. Il n'y a pas de marché. Il n'y a rien. En dehors de Torodi,
peut-être Kobagé, à Ourgueladio, les marchés ne se tiennent plus. Mais non, mais moi, docteur, c'est que même à Torodi, parce que moi j'ai reçu des informations, rien que ce matin, même à Torodi, à comment ça s'appelle là, à Kobagé, là, il n'y a plus de marché. Hein. C'est devenu comme des villages, il n'y en a plus. Parce que souvent la production, surtout en ce qui concerne les légumes et autres, les légumes frais et autres, ça provient du Burkina Faso et les voies sont coupées. Les voies sont coupées. Alors, à partir du moment où le ravitaillement n'est plus possible, on ne peut pas parler de marché. Les gens sont dans cette situation aujourd'hui. Et il ne faut pas perdre de vue que depuis que ce conflit a commencé, il y a beaucoup de marchés dans la zone qui ne se tiennent plus. Et en plus, pour prendre le cas de Kobagé, depuis l'attaque contre le poste des forces de défense et de sécurité, il n'y a plus de force là. C'est fini. Les gens se sont repliés sur Niamey. Et donc, en réalité, les populations sont laissées à elles-mêmes. C'est pourquoi, aujourd'hui, quand vous prenez l'axe Niamey-Torodi, c'est vraiment avec beaucoup d'appréhension, parce que vous pouvez tomber sur ou carrément sur une attaque physique d'un groupe terroriste. Parce que les forces de défense et de sécurité ont abandonné Kobagé, qui est un grand marché. Aujourd'hui, je ne pense pas que... vous savez, d'habitude, les dimanches, les gens vont à Kobagé s'approvisionner en viande fraîche, mais c'est fini, les gens ne vont plus. Tout simplement parce qu'il y a les risques d'attaque et les risques de tomber sur des engins explosifs improvisés, mais installés par les terroristes. Donc, c'est vous dire un peu que, évidemment, la situation est alarmante. Alors, selon vous, en dehors des attaques d'envergure où il faut tuer le maximum de militaires nigériens ou burkinabés ou maliens, tout ce que vous voulez, de la part de ces groupes terroristes-là, est-ce que l'un des objectifs, justement, ce n'est pas de créer la psychose au maximum chez ces populations? Et si c'est ça l'un de leurs objectifs, est-ce qu'il n'est pas à craindre que cet objectif-là est en train d'être atteint? Non, les terroristes, eux, ils disent qu'ils jouent sous le temps. C'est-à-dire, 20 ans, 30 ans, ils s'en fichent. Ils sont dans le temps. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se rend compte que dans les saisons où ils demandent aux gens de partir, il y a des richesses du sous-sol, il ne faut pas l'oublier. Les gens s'installent à Tamou parce qu'à Tamou, il y a de l'or. Oui, au Ourguelayo, tout ça, toute cette bande-là, même la bande de Torodi là, les gens cherchent le nerf de l'or qui est exploité à Komabangou. Donc, en réalité, c'est le nerf que les gens recherchent dans la zone-là. C'est pourquoi nous ont dit, même si vous faites des forages, il ne faut pas aller au-delà de 32 mètres. Si vous allez au-delà de 32 mètres, c'est un fleuve interne qui risquerait d'inonder la ville, des trucs comme ça. Donc, c'est vous dire que, en réalité, les enjeux n'ont rien à voir avec le djihad. Les enjeux ont à voir avec les richesses, soit du sol, c'est une zone agricole très fertile, ou du sous-sol, c'est une zone où il y a de l'eau et dans certaines parties, il y a de l'uranium, de l'or, donc, et du fer. Donc finalement, moi je me dis que ce sont ces enjeux-là qui font que les populations sont soumises aujourd'hui à rude épreuve. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que le gouvernement semble ne pas prendre la mesure du danger. Parce que fonder notre sécurité sur l'OTAN, qui elle-même est sous la couverture des États-Unis, je ne pense pas que ce soit la bonne option. L'OTAN ne peut pas défendre les frontières européennes. Pendant 70 ans, l'OTAN travaille sous la coupe des États-Unis. L'OTAN est financé par les États-Unis. Trump leur a dit aux dirigeants européens, on ne peut pas continuer 70 ans après la Deuxième Guerre mondiale à vous soutenir pendant que nous dépensons des centaines de milliards pour vous défendre, alors que vous ne pouvez pas porter le taux de votre produit intérieur brut au niveau donc, du budget de la défense à 2%. Voilà tout l'enjeu. Donc aujourd'hui, moi je me dis que nous sommes dans une option où, vous avez vu, les Burkinabés ont pris l'option de se battre par eux-mêmes et sur eux-mêmes. Maintenant, si une aide extérieure vient s'ajouter à cela, il n'y a aucun problème, ils sont preneurs. Mais nous, on fonde notre démarche, on s'appuie sur des machins, comment on appelle ça, sur des drones de la France ou de l'OTAN, on s'appuie sur éventuellement des opérations combinées avec l'OTAN, alors que l'OTAN est incapable de défendre le territoire pour lequel elle a été créée. Moi, je me dis que, sincèrement, ça doit donner à réfléchir à nos autorités. La présence étrangère aujourd'hui, nous allons la décrier davantage parce qu'on se rend compte que malgré elle, la situation d'insécurité ne fait que s'accroître. On revient à cette population. Est-ce que cette grande psychose qu'on crée au niveau de ces populations, que ce soit dans la zone de Saï, Torodi ou dans la zone de Walam, Terra, Tlabit, tout ce qu'on veut, ou même dans l'est du pays, ce n'est pas un des objectifs du terrorisme justement? Mais bien évidemment, quand on dit terrorisme, c'est créer la psychose, n'est-ce pas? C'est pas forcément parce que quand les gens traitent de ces questions de conflit, on a tendance à voir un peu la belligérance, les affrontements, le nombre de morts. Mais il faut voir toutes les souffrances qui sont en dessous.
C'est ça que les gens ne voient pas souvent. Toutes ces populations qui se déplacent. Imaginez, je viens de dire, je vais insister là-dessus, toutes ces populations-là vivent de l'agriculture et de l'élevage. On vient, on prend les animaux que vous avez. Maintenant, non seulement, non content de prendre les animaux, on vient maintenant, on vous empêche carrément de produire à manger. En vous disant de quitter vos terres. Pour aller, on ne veut pas vous voir sur vos terres. Est-ce qu'il y a une psychose plus grande que celle-là? C'est ça l'objectif. Et ils sont en train d'atteindre l'objectif. Parce que la psychose, ce n'est pas seulement venir tuer et autres, mais parvenir à faire quitter des populations, des villages entiers, des hameaux entiers. Dans un contexte, parce que je peux un peu, même en période sèche, moi je me dis que ce n'est pas admissible. À plus forte raison, au moment où la saison de pluie s'est installée, n'est-ce pas? Ces gens n'ont que ça comme activité. Imaginez, ils vont travailler pendant 3 mois pour pouvoir engranger. Que des gens viennent, ce n'est pas que les djihadistes là qui vont venir ou qui ont pris possession de ces terres-là. Ce n'est pas parce qu'ils vont exploiter ces champs. C'est-à-dire le mil, tout ce qu'il y a comme produits qui ont été semés, tous ces produits-là vont mourir. Ces gens, ils vont être dans une situation d'assistanat pendant une période indéterminée. Moi je dis, il faut mettre les moyens, les dispositifs, les moyens en place actuellement, avant qu'ils s'installent durablement pour les bouter et faire revenir les populations afin qu'ils puissent pouvoir produire et créer les garanties pour sécuriser cette bande-là, tous les villages qui sont de l'autre côté de la rive de Gouroubi, sécuriser ces populations-là pour qu'ils puissent exploiter leurs champs, trouver à manger. J'aurais appris même qu'après avoir fait des guerres pires, les gens, il y a des gens qui ont commencé, des djihadistes qui ont commencé à brûler les greniers et des maisons. Alors, est-ce qu'on peut préparer, y a-t-il psychose plus grave que ça? Plus dramatique. Plus dramatique que ça. Mon bien, que quelqu'un vienne comme ça, qui n'est pas l'État, des voyous, qui ne fasse partie, n'est-ce pas? Pour que je n'ai même pas pu emporter tout ce que je conviens. J'ai pu emporter que ce que j'ai pu emporter. Et il m'empêche, je ne peux plus accéder à ma terre pour pouvoir l'exploiter. Alors, quand on me parle de... non, c'est encore plus pernicieux comme psychose. Avant de revenir sur cet aspect social, sur l'aspect militaire, puisqu'on a survolé juste cet aspect-là, on va revenir un peu là-dessus avec vous, avec l'attaque de Kordo, à une 70aine de kilomètres de Niamey, et ce n'est pas les populations civiles qui ont été attaquées, c'est les gendarmes. Et je pense au moment où on pense que ces terroristes sont en perte de vitesse et qu'ils sont acculés de toutes parts, c'est quand même un acte audacieux. Non, ça prouve qu'en réalité, ils ne sont pas en débandade sur notre territoire. Ils ont attaqué les gendarmes. Moi, je félicite les gendarmes. C'est la promptitude de la réaction des gendarmes qui a permis de les mettre en déroute. Les gendarmes n'ont pas hésité à se battre. Dès qu'on a tiré sur eux, ils ont riposté. Ça a duré une dizaine de minutes. Les terroristes se sont rendus compte qu'il n'y a pas d'effet de surprise. Ils ont été obligés de se replier. Mais c'est la preuve aussi que ces gens-là, ils ont le vent en poupe. Ils attaquent des gendarmes qui sont sur la RN1. Ah oui, ce n'est plus la RN8, la RN6, c'est la RN1. C'est-à-dire, maintenant, le seul axe principal par lequel les marchandises que nous importons nous arrivent. S'ils arrivent à couper ça, c'est fini. Pour vous revenir un peu à la région de Torodi, moi je vais vous dire, en réalité, c'est une des régions qui a été abandonnée avant même cette ville. Il y a un pont à 3 km de mon champ qui est tombé, ça fait au moins 15 ans. Ce pont n'a jamais été rétabli. Or, c'est par ce pont-là que les véhicules peuvent passer pour aller à Ourgueladio, pour aller à Djapanga, ainsi de suite. Maintenant, dès qu'il pleut là, il n'y a plus possibilité d'aller de l'autre côté. Un pont qui est sur une piste rurale. Non, un pont qui est sur une piste rurale, mais un pont très important parce que ça permet aux gens de pouvoir circuler. Mais ce pont-là, il est cassé, ça fait 15 ans, il n'a jamais été réparé. Donc, dès qu'il y a une saison de pluie, les terroristes peuvent empêcher à ces populations-là de pouvoir se déplacer. Pourquoi? Parce que l'armée n'y est pas, et en plus c'est qu'il n'y a pas de moyen de communication pour aller de l'autre côté. Quand l'eau arrive, qu'est-ce qui se passe? C'est que pendant quelques heures, l'eau passe. Mais une fois que l'eau passe, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on ne peut plus utiliser le talboga en question, simplement parce que c'est d'abord sablonneux, c'est argileux, ainsi de suite. Donc il faut marcher à pied éventuellement, et peut-être ceux qui ont des ânes ou des chameaux, mais il n'y a plus de possibilité de traverser avec un véhicule ou avec une moto. Donc voilà ce sur quoi les terroristes appuient. La région a été abandonnée avant même
Moi, j'ai même été surpris que l'armée soit à Rourougeladio au niveau du chef, au niveau du canton. Parce qu'il n'y a plus d'autorité. C'est fini. Les maires ont fui, le chef de canton est parti. Tout celui qui compte dans le village là, qui pense qu'on peut venir lui ôter la vie à cause des petits biens que tous ces gens-là ont quittés. Donc en réalité, c'est une région abandonnée. Il va falloir maintenant réoccuper. Si demain on ramène un détachement militaire, par exemple, à Kobagué, les gens vont retourner. Le marché va s'animer. Mais qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il y a une attaque, nos forces, les autorités les font replier et il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de force à Kobagué, il n'y a pas de force à Toulouaré, il n'y a pas de force de l'autre côté du Goroubi. Mais dans ces conditions-là, les terroristes font ce que bon leur semble. Alors, l'autre aspect social, comme je le disais, il y en a, c'est les jeunes ou la jeunesse, l'éducation. C'est le journal Le Renouveau qui en parle. Le journal Le Renouveau quotidien, Le Renouveau, dans sa parution du 7 juillet, le journal titre « Insécurité dans le sud-ouest du Niger, la double peine des enfants ». Insécurité dans le sud-ouest du Niger, la double peine des enfants. Non, ce n'est pas ce titre-ci. C'est plutôt l'autre, le journal dans sa période, Le Renouveau du 7 juillet. Insécurité dans le sud-ouest du Niger, la double peine des enfants. Bon, apparemment, on a des difficultés à voir ce titre. Le Canard déchaîné qui titre, toujours dans la même lancée, le ministre de l'Intérieur, Hamadou Adamou Souley, ouvre le premier camp régional des jeunes. Le Canard déchaîné, ça c'est plutôt un hebdomadaire qui titre, le ministre de l'Intérieur, Hamadou Adamou Souley, ouvre le premier camp régional des jeunes. Alors, où c'est ça? Au mois de mai déjà, à la suite d'une visite du ministre de l'Éducation, le professeur Natatou, on faisait état de 921 écoles qui sont fermées, du secondaire comme du primaire. Cela correspond à peu près 80 000 élèves qui ne partent plus à l'école dans les régions de Tillabéri qui sont touchées par cette insécurité. Le journal Le Renouveau nous parle de double peine. Évidemment, il y a cette insécurité et tout, mais les enfants encaissent doublement cette situation. Oui, mais moi, double peine, je ne sais pas, c'est une peine globale. Oui. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas une affaire de double peine, c'est global. D'abord, ils sont privés d'école pour une période indéterminée, n'est-ce pas? Et souvent, ils sont déplacés parce que les familles ont dû fuir leur village pour aller s'installer quelque part et attendre que les humanitaires apportent un peu d'aide pour qu'ils puissent manger, n'est-ce pas? Alors, un temps, le gouvernement a dit qu'il va faire comment on appelle ça, des trucs de regroupement, des centres de regroupement scolaire. Moi, j'ai vu le centre de regroupement scolaire de voilà, un peu, j'ai vu à quoi ça ressemble, mais je me dis non, c'est des mesurettes qui ne peuvent pas permettre de juguler ce problème-là. Parce que ce qui s'est passé, qu'il y a en dessous de tout ça, c'est que les gens, souvent, quand ils fuient, moi j'ai causé avec là-bas, à Walam, j'ai causé avec un responsable, un directeur d'école. Le problème qui se pose, c'est que quand les enfants, souvent dans leur fuite, il n'y a plus de pièces d'état civil. Les gens, ils abandonnent tout, c'est-à-dire qu'ils cherchent juste ta vie. Alors, mais on est obligé d'inscrire, mais à un moment, il faut créer les conditions pour que ces enfants puissent accéder à ça. Ils ont tout abandonné. Souvent, quand on brûle la case, c'est que tout s'en va en fumée. Tout ce qu'il y a comme documents administratifs, pièces d'état, tout ça, ça va en fumée. Quelqu'un qui est menacé, quand il s'enfuit là, est-ce qu'il a le temps d'aller chercher un acte de naissance qui est quelque part agrippé dans un trou du SECO? Il n'a pas le temps. Il y a cette situation-là. C'est une double peine. Et l'autre double peine, c'est qu'aujourd'hui, tous ces enfants qui sont déscolarisés, parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui, il faut mettre la situation, quand on parle de 80 000 enfants élèves aujourd'hui, ou de combien d'élèves de classes d'école qui sont fermés, c'est que c'est progressivement. Au mois de mai. Voilà, c'est que c'est progressivement depuis pratiquement 2017, quand l'insécurité s'est installée, que les écoles ont commencé à fermer. Absolument. Et d'ailleurs, on a un petit chiffre à ce propos. En octobre 2022, donc à la rentrée, il y avait 817 écoles qui étaient fermées. Mais au mois de mai, il y a une centaine en plus qui sont passées
Alors, qu'est-ce que ça fait comme écoles. problème? Ça fait comme problème que tous ces enfants qui ont quitté l'école. Imaginez un enfant qui quitte l'école et qui n'a pas, immédiatement, qui n'intègre pas le système, qui va peut-être passer 2 ans, 3 ans sans école, n'est-ce pas? Ce que non seulement il accuse une perte par rapport à d'autres enfants du pays qui sont là, qui ont pu bénéficier, et même quand une situation d'accalmie va revenir, il est difficile pour lui de reprendre encore le chemin de l'école. Parce qu'il a perdu déjà suffisamment de temps. Voilà la situation dans laquelle on a comme l'impression qu'il y a une injustice. On doit pouvoir créer les conditions pour que ces enfants qui sont... Il ne suffit pas simplement de comptabiliser le nombre. Mais quand ces écoles ferment là, on fait quoi pour systématiquement créer les conditions? Parce que moi j'ai dit c'est ça le plus important. On doit créer les conditions pour sécuriser. Partout où il y a école, on doit créer les conditions pour sécuriser la zone, pour le village. On doit créer les conditions pour sécuriser le centre de santé. Mais on se contente simplement de dire, ah, l'école est fermée à cause de l'insécurité. Mais alors, souvent quand des gens disent, il n'y a pas une seule portion du territoire n'est occupé, j'ai dit, mais alors, quand quelqu'un peut empêcher à ce que l'école fonctionne dans un village, dans une localité donnée, une institution républicaine, mais je me dis quelque part, où est la différence? Qu'ils soient sur place ou qu'ils ne soient pas sur place dans le village, mais ils sont arrivés quand même à un objectif, ils sont parvenus à fermer l'école, ils sont parvenus à fermer le centre de santé, ils sont parvenus peut-être à dégrader le point d'eau où les gens peuvent s'approvisionner en eau potable. Alors à partir de ce moment, où est la différence? L'État doit pouvoir se donner les moyens d'assurer que ces institutions, ces structures-là fonctionnent, n'est-ce pas? Et qui plus est, on est aujourd'hui avec des partenaires qui sont censés nous aider à créer des conditions pour que tous ces villages-là puissent être de manière durable sécurisés. Mais on n'a pas l'impression qu'on est dans ce schéma-là actuellement. En tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas l'impression. Malgré tous ces dispositifs, on dit qu'ils sont venus nous aider. Mais alors, des gens viennent, ils menacent les populations et ils sont là. Un temps, on dit, ah, ils viennent du Burkina, ils viennent de ceci, cela. Mais on se rend à l'évidence qu'ils sont même sur notre territoire quelque part. Mais en tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Parce que quand on sécurise un village, c'est qu'on doit créer les conditions pour que ce village-là, de manière durable, que ces gens ne puissent plus venir de manière impunie, décréter des choses dans le village, prendre des taxes et impôts avec les populations, emporter des animaux, enlever des populations pour aller tuer, des innocents pour aller tuer. On doit pouvoir créer ces conditions-là. Je n'ai pas l'impression qu'on est dans cette dynamique actuelle. Regardez, dans le cas de Torodi, moi ce qui me chiffonne, c'est que les populations sont arrivées, moins de 4 jours après, on leur distribue des vivres. Alors que les populations en réalité ne veulent pas rester à Torodi. Elles veulent retourner dans leur village. Apparemment, oui, elles ne veulent pas rester à Torodi, ni à Niamey, ni à Saï. Elles veulent être sécurisées dans leur village parce que nous sommes en pleine saison des pluies. Les gens savent que s'ils ratent quelques jours cette campagne-là, c'est la famine qui va s'installer. Vous, qu'est-ce que vous faites? Au lieu de plaider pour que, même si on doit leur donner des vivres, il faudrait que ce soit des vivres donnés dans le cadre du retour. Ouais. Non, vous voulez les fixer. Parce que beaucoup d'ONG, justement, se sucrent sur le malheur de ces populations-là. Moi, c'est ce que j'ai compris. Donc, moi, je me dis qu'il n'est pas interdit d'aider les gens. Mais il faut les aider en les ramenant dans leur village et en assurant leur sécurité jusqu'à ce que la situation, en tout cas, se rétablisse. Mais ne veut pas venir. Aujourd'hui, ils sont déjà 2000 à Torodi. La ville ne peut pas continuer. Semble-t-il que ça dépasse 2000 hein? Non, ils disent que pour le moment, c'est un bilan provisoire. À Niamey, on ne sait pas combien. À Saï, on ne sait pas combien. Pourquoi ne pas envoyer des détachements militaires pour sécuriser la zone? Une fois que les gens sentent que les militaires sont là, ils reviennent. Mais s'ils sentent que les militaires ne sont pas là, ils ne reviennent pas. Donc, moi, je me dis que la seule option, c'est de militariser la région. On militarise la région, on demande aux gens de revenir. Maintenant, les vivres qu'on leur a donnés, ces vivres-là, peut-être, vont leur servir à tenir pendant la période de soudure. Mais pas, il ne faut pas... Parce que j'ai remarqué que, systématiquement, il y a des ONG qui ont des vivres en réserve. Dès que les populations se déplacent, on veut les fixer. Le cas de... Comment on appelle ça? Le cas de Terra. Comment s'appelle le village là? Mais ce sont nos parents. On a commencé à leur donner des vues. On dit non, nous on préfère que l'armée les ramène à Colman et autres. Et finalement l'armée les a amenés, les gens sont restés. Vous parlez des populations de Banjo et de Fancho. On a dit non, il ne faut pas les fixer au chef-lieu d'arrondissement parce que tout simplement ça va créer une dépendance. Et ça va faire en sorte que beaucoup peut-être ne voudront plus retourner. Au cours de la même semaine, donnez-leur des vivres sécurisés. Quand les gens ont sécurisé, aujourd'hui,
apparemment, la population est retournée, elle est en train de vaquer à ses occupations. Pourquoi ne pas faire la même chose à Ourgueladio? Mais qu'est-ce qui se passe? Apparemment, les ONG là, ça les arrange. Je crois que c'est pourquoi Tangi les a dénoncés. Ils arrangent de profiter, de surfer sur le malheur des populations et donc de se faire de l'argent. Moi, de mon point de vue. Maintenant, en ce qui concerne l'aspect de l'école, qu'est-ce que vous constatez? C'est que ce n'est pas simplement une double peine. C'est une peine globale, comme il l'a dit, parce que quand les parents souffrent, l'enfant souffre. Oui, et apparemment, il n'y a pas de dispositif qui puisse permettre éventuellement, par exemple, d'organiser des examens, comme au Burkina, par exemple, les déplacés internes ont eu droit à des classes, ont eu droit à des écoles. Là où oui, en fait, c'est l'une des solutions dont a parlé Hussein tout à l'heure, qu'il a visité à Oualam, vous disiez, c'est le une espèce de camp de regroupement régional où des niveaux d'enseignement sont mis en place. Oui, et les Burkinabés ont organisé des examens là. Puisqu'on sait que les déplacements vont être difficiles. Je crois que c'est seulement à Bourzinga qu'ils n'ont pas pu organiser le bac parce que la zone n'est pas totalement sécurisée. Mais dans les autres centres, ils ont quand même pu organiser le BPC, le bac, ainsi de suite. Mais nous, chez nous, apparemment, les autorités ferment les yeux, elles préfèrent vous faire comprendre que la situation est sous contrôle, alors qu'en réalité, la situation ne l'est pas du tout. Moi, je vous assure, le simple fait que les deux corridors là soient sous blocus prouve que nous ne contrôlons pas sur le plan sécuritaire la situation. L'éclosion, et c'est avec ça qu'on va terminer pour ce sous-thème. En tout cas, le journal L'éclosion, hebdomadaire L'éclosion, a titré « Groupe criminel aux 4 coins cardinaux du Niger, le Niger cerné par l'insécurité et le président Bazoum emprunte la mauvaise route ». Groupe criminel aux 4 points cardinaux du Niger, le Niger cerné par l'insécurité et le président Bazoum emprunte la mauvaise route. C'est le titre du journal L'éclosion, hebdomadaire donc paru cette semaine, dont nous n'arrivons pas à voir le titre donc à l'écran. Voilà, à la bonne heure. Groupe criminel aux 4 points cardinaux du Niger, le Niger cerné par l'insécurité et le président Bazoum emprunte la mauvaise route. Après, le Canard en furie, autre hebdomadaire qui titre cette fois en considérant la situation de façon plus globale avec les péripéties de ces derniers jours concernant l'eau et l'électricité. Le journal titre « Pas d'eau, pas d'électricité, pas de sécurité et pas d'argent ». Où le président Bazoum mène-t-il au juste le Niger? Pas d'eau, pas d'électricité, pas de sécurité et pas d'argent. Où le président Bazoum mène-t-il au juste le Niger? Docteur, je reste. Moi, je vous dis, droit dans le mur. Parce que si ce que nous avons recensé là est une réalité, c'est qu'on va droit dans le mur. Je ne vois pas comment, en tout cas moi de mon point de vue, puisqu'il a opté pour la présence des forces étrangères ici, vous avez vu même l'amunissement qui est en train d'être chassé du Mali là, une bonne partie apparemment transite par le Niger, ou s'installe même, je ne sais pas, mais ce qui est certain c'est que les forces extérieures ne vont pas venir nous se battre à la place de nos... Il faut, aujourd'hui, tout le monde se rend compte d'une chose, c'est l'efficacité du vecteur aérien dans la lutte antiterroriste. C'est tout. Ça, les Maliens et les Burkinabés sont en train de démontrer que les hélicoptères combinés aux drones et aux avions de combat Albatros, là, ça donne des résultats impeccables. Avant-hier, ils ont balayé une quarantaine sur l'axe Terrasse-Tanga. Ils ont balayé une quarantaine de terroristes. Donc c'est la preuve que, en tout cas, il ne faut pas uniquement compter sur les forces terrestres. Il faut compter sur le vecteur aérien qui est en train de montrer son efficacité. Maintenant, quand vous recensez tous les problèmes dans lesquels nous sommes, moi je me dis que, et en plus, c'est que le journal ne précise pas, c'est que même pour payer les salaires, il faut passer par l'emprunt. Pourquoi? Parce que les axes dont je vous ai parlé là, souvent mensuellement ces axes-là, un seul de ces axes-là fait rentrer plus de 4-5 milliards de francs CFA, rien qu'en taxes et en frais de douane. Aujourd'hui, il n'y a même pas un seul franc. Donc, ça veut dire que sur ces axes-là, mensuellement, l'État perd peut-être entre 5 et 15 milliards. Ce qui aurait peut-être pu permettre, avec quelques rajouts, de payer les salaires. Maintenant, qu'est-ce que l'État fait? Au lieu de sécuriser les axes
il va emprunter de l'argent à l'UEMOA, je ne sais pas, à la CEDEAO ou autre là, pour payer les salaires et les pensions. Est-ce que ça peut continuer? Nous sommes déjà à un taux d'endettement assez élevé. Moi, je suis persuadé que même le salaire de juillet là sera plus bas. Parce que même en temps normal, les recettes baissent. Parce que nous sommes au milieu de l'année. Ils ont déjà débloqué et libéré les crédits. Les gens ont pris ce qu'il y a au trésor. Maintenant, il y a peu de rentrées de taxes et de... Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en ce moment-là, il faut faire appel à l'aide étrangère ou à l'emprunt. Mais nous avons commencé l'emprunt déjà depuis janvier. Depuis janvier. Aujourd'hui, on est en juillet. Ça veut dire que notre endettement va aller crescendo. Est-ce qu'un pays peut continuer sur cette voie-là, alors qu'en sécurisant les axes dont je viens de vous parler, Niamey, Dori, Ouaga, Abidjan, Niamey, Fadang-Gourma, Accra et autres là, on est sûr qu'au moins il y a l'approvisionnement en denrées de première nécessité ne sera pas interrompu. En plus, c'est que cet approvisionnement-là s'accompagne de recettes au niveau donc, des caisses de l'État. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on fait? Et apparemment, les gens préfèrent l'emprunt que de passer par le rétablissement de la situation sécuritaire. Hussein, au juste, où est-ce que le président Bazoum mène-t-il le Niger? C'est la question du journal Canard en Furie. C'est une question quand même un peu... Où est-ce qu'on mène le Niger? Ça, tout le monde constate que ça ne va pas sur le plan sécuritaire, ça ne va pas sur le plan économique. Les gens s'en plaignent. Quand il s'agit en ce qui concerne l'électricité ou l'eau, on a vu un peu. Dès que les Nigériens tous ici, c'est nous qui prenons le coup, n'est-ce pas? Alors, à partir de ce moment, et quand j'apprends qu'on est en train de vouloir un projet de construction de lignes encore à partir du Nigeria pour nous desservir, je me dis, mais alors, est-ce qu'on est véritablement, par rapport à l'indépendance énergétique, est-ce qu'on se soucie véritablement de tendre vers l'indépendance énergétique? Je vais prendre juste un exemple, je fais le parallèle. Cette histoire de l'énergie, solaire photovoltaïque, là, cette centrale qui vient d'être créée, et qui vient d'être inaugurée la semaine dernière, comment ça s'appelle, à Gorgonda. Ça a coûté, on dit, 20 milliards, n'est-ce pas? 20 milliards, donc 15 milliards d'emprunts avec l'AFD, et 3 milliards de dons avec l'Union et 1 milliard et quelques avec le Niger. Avec une capacité de 30 MW. De 30 MW, n'est-ce pas? 30 MW, c'est pas énorme déjà. Non, je vais dire, du point de vue, moi j'ai dit réalisation, c'est déjà quand même un modèle, c'est un exemple. C'est ça que j'ai dit. N'est-ce pas? On a mis 95 milliards pour faire un truc inutile qui va coûter, dont le fonctionnement coûte beaucoup plus cher. Avec les 95 milliards là, on aurait pu faire ce qu'on vient d'inaugurer. Non, officiellement c'est 75 milliards. Mais vous parlez de la centrale les frais de fonctionnement, oui, le coût de fonctionnement. Alors, quand on met, depuis qu'on a commencé à l'exploiter, combien d'argent on a injecté en termes de combustible qu'il faut acheter pour faire fonctionner ces turbines? Alors, est-ce que c'est pas plus rentable? L'État nigérien, même sur fonds propres, pouvait réaliser ce genre de choses-là, s'il y a vraiment une volonté, une vision par rapport à l'indépendance énergétique. Ça, c'est l'aspect concernant. Et on constate aussi que dès que il y a un problème au niveau de la Nigélec, la SNE ou la SEN, parce que c'est deux sociétés distinctes, n'est-ce pas? Depuis pratiquement la privatisation, on a privatisé, comment dirais-je, ces verrouilles-là. On a constaté que dès qu'il y a des problèmes d'énergie, ça pose un problème. Parce que ce n'est pas les deux sociétés à l'époque, c'est la SNE et la Nigélec, c'était une société, une entité, comment dirais-je, unique, n'est-ce pas? Mais alors, aujourd'hui, pourquoi on doit se retrouver dans une situation, à chaque fois qu'il y a des problèmes d'électricité, les gens se retrouvent dans une situation où ils n'ont pas d'eau. Tout ça, ça veut dire qu'il y a un problème de vision, il y a un manque de vision de la part, pour pouvoir être autonome par rapport à ces questions-là. Maintenant, pour ce qui concerne l'insécurité, bon, c'est le discours ambiant. Les gens qui ne vivent pas la réalité, ou du moins qui ne veulent pas voir la réalité en face, ils vont continuer à dire que non, il y a une accalmie grâce à nos politiques de diversification des partenaires qui vont venir nous soutenir. Il y a une situation d'accalmie. Mais c'est faux, il n'y a pas d'accalmie. La preuve, c'est ce qui est en train de se passer dans la zone de Torodi. Où est l'accalmie? Quand les routes d'approvisionnement du pays sont pratiquement devenues dangereuses. Oui. Alors, on peut parler de quelle accalmie? Mais quand vous ne pouvez pas vous approvisionner, nous sommes un pays enclavé, n'est-ce pas? Les produits viennent souvent des ports. Les ports, nos ports, les différents ports. C'est de ces ports-là que nous importons nos produits. On ne peut même plus accéder à ça.
Il y a beaucoup de camions qui ne passent plus. Aujourd'hui, l'axe pour aller vers Ouaga, pour aller en Côte d'Ivoire, il n'y a plus personne qui suit cet axe. Parce que c'est dangereux, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ce qui vient de se produire vers Kodo, à Kodo, là, ça veut dire qu'ils veulent étouffer Niamey, quelque part. C'est un peu ça la volonté. Et alors, à partir de ce moment, qu'on se pose bien des questions. Ceux qui sont en train de menacer les populations de Ourdialago, c'est des gens qui sont acculés au Burkina Faso, qui savent qu'ils ne peuvent plus rester et ils veulent chercher un point d'ancrage sur le sol. Mais pourquoi doit-on accepter que cette situation se produise? On peut aller les déloger immédiatement pour permettre aux populations, comme Mounti l'a dit, d'exploiter leur terre. Mais vouloir amener une nourriture pour dire, bon, vous allez rester en attendant, mais ça va finir quand? Dans tous les cas, on sait la région, comment ça se passe. Quand il y a la saison de pluie, il y a des routes qui sont coupées, il y a des voies qui ne sont plus inaccessibles, parce qu'il y a des mares qui se forment. Ça fait qu'il y a une espèce d'accalmie pendant cette période. Mais eux, ils ont profité de cette situation pour vouloir trouver un terreau où ils vont s'installer pendant toute cette saison-là, n'est-ce pas? En territoire nigérien, en chassant les populations de l'autre rive de Ourdialago, qui sont remontées par là. Ils ont un terreau. Mais il faut aller les sortir de là-bas. Moi, j'ai dit, il faut aller les chasser. Est-ce que c'est plus compliqué? Avec l'aide de nos partenaires, tous ceux-là qui sont là, nous disent pour dire qu'ils sont là pour nous aider. On peut aller, on peut les déloger, village par village, on peut, hameau par hameau, on peut les sortir, les massacrer, et puis ramener les populations chez eux. Absolument. Si on ne le fait pas, ça veut dire que tout simplement, les gens se complaisent dans cette situation. À partir du moment où il n'y a pas d'embuscade, de morts en grand nombre, on est en pays, on a une sécurité. Moi, je dis c'est pas une sécurité. Tant qu'il y a un seul citoyen qui n'est pas protégé, qui n'a pas la certitude qu'il peut, moi, je dis, on ne peut pas parler de sécurité, on ne peut pas parler de quiétude. Alors, M. Ousseini Adamou, qui nous écrit, puis il dit, l'accalmie constatée sur le plan sécuritaire est juste liée au manque d'effectifs dans les rangs des terroristes. Le Mali et le Burkina ont adopté des stratégies de bombardement systématiques et cela a des résultats sur le terrain. Le Niger comme le nord du Mali ont toujours été des bases arrière pour ces terroristes. Et aujourd'hui, leur stratégie n'est plus d'attaquer des militaires, mais plus se répercuter sur les civils disposant de peu de moyens. Le Niger fera mieux d'adopter les mêmes stratégies de bombardement systématique de ces sites terroristes comme le font le Mali et le Burkina Faso. En tout cas, moi je me dis qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas rester isolés, même si nous considérons que nous avons le soutien de l'OTAN ou d'autres partenaires. Moi je me dis que hier vous avez vu ou avant-hier, l'Égypte a quand même commencé à aider le Niger. L'Égypte c'est pas quand même une petite puissance militaire. Moi je me dis qu'il faut peut-être aussi voir du côté des Iraniens, parce que l'Iran veut être reconnu comme étant une puissance militaire, et elle en a les moyens, elle fait partie de la coopération islamique, organisation à laquelle le Niger appartient. Je pense que dans ce cadre-là, il faut faire appel. Moi je me dis que tous les moyens sont honorables, en tout cas pour ramener la paix. Que ce soit des drones kamikazes, des drones non kamikazes, même des drones avec pilote, comme l'autre l'a dit. Moi, je pense que l'essentiel, c'est de ramener la sécurité sur le territoire national, quel que soit le prix. Parce que s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'approvisionnement. S'il n'y a pas d'approvisionnement, il n'y a pas de production. S'il n'y a pas de production, il n'y a pas de recette de l'État. L'État va continuer à s'endetter jusqu'à un certain niveau. Et à un certain niveau, même les bailleurs, là, les gens les créanciers, vont dire, écoutez, vous n'êtes plus crédible, on arrête de donner des crédits et ce sera la banqueroute. Pour ne pas aller vers là, moi je pense qu'il suffit que le président de la République ouvre ses yeux pour... Il n'a pas besoin d'intermédiaire, qu'on vienne lui rendre compte que non, voilà. Non, les choses se voient sur les réseaux sociaux, les choses se voient sur le terrain. Est-ce qu'on a même besoin du renseignement militaire ou des services de renseignement pour dire non, dans telle zone, ça ne va pas. Il sait qu'à Tillabéri, région de Tillabéri, ça ne va pas. Il sait que dans la région de Difa, ça ne va pas. À Difa, peut-être il y a une accalmie, simplement parce que les forces de défense et de sécurité ont pu maîtriser. Mais les gens continuent à mettre des mines. Oui, vers Agadez, chaque jour que Dieu fait, des orpailleurs sont attaqués. Donc, en réalité, on n'a même pas besoin du renseignement venu de l'extérieur. Il y a la réalité et la contraire. Maintenant, il convoque des conseils de sécurité interminables, il faut prendre des décisions. Les décisions, c'est quoi? C'est qu'il faut aller à l'offensive.
Ces gens-là, où qu'ils soient, il faut les déloger. Quelles que soient les pertes à enregistrer des deux côtés, il faut. Et on enregistrera moins de pertes si on utilise le vecteur aérien. C'est ce que les Burkinabés sont en train de démontrer. Il ne faut pas laisser l'initiative aux terroristes. Moi, je ne parle pas de djihadistes parce que ce ne sont pas des djihadistes. Ce sont des terroristes. Oui, moi, je dis que c'est des terroristes, il faut les traiter comme tels. Il faut que la peur change de camp. Et la peur ne peut changer de camp que quand nous passons à l'offensive avec tous les moyens possibles. Monsieur Tahirou, il les écrit, il dit, bon, je pense plus, au fait, il n'y a pas d'accalmie, juste que les populations victimes ont cessé d'interpeller le gouvernement et préfèrent vivre avec ces terroristes en acceptant le dictat de ces derniers ou fuir leur lieu de résidence. Pire encore, ces terroristes-là viennent dans la zone et donnent des ultimatums à la population et reviennent sans que l'État n'intervienne. Donc c'est un peu de ça qu'on a parlé. C'est que les populations... Arrêtez quand ils donnent l'ultimatum, quand ils viennent donner l'ultimatum, mais les autorités et les populations qui sont sous l'ultimatum là, ils saisissent les autorités pour dire qu'ils sont venus chez nous pour nous dire de quitter dans tel nombre de jours, ils nous ont donné 2-3 jours. Alors, à partir du moment où vous avez l'information, parce qu'une fois j'ai entendu une autorité dire, non, souvent c'est des individus, 2 ou 3 individus qui viennent menacer, et sur la base de ça, les populations fuient. C'est pas évident. C'est pas évident, même si c'est 2 ou 3 individus qui viennent donner. Mais quand ça se concrétise, comme ce qui se produit actuellement là, mais pourquoi attendre que ça pourrisse d'abord, jusqu'à ce qu'ils puissent s'installer durablement, pouvoir poser ce qu'ils peuvent poser comme engin explosif improvisé dans la zone, mais aller les trouver et les déloger et les massacrer, pour faire retourner les populations et mettre un dispositif de sécurité dans la zone pour permettre à ces populations-là de pouvoir faire la campagne agricole. C'est des milliers de personnes, c'est des milliers de ménages qui vont quitter et qu'on va vouloir assister alors que les partenaires humanitaires eux-mêmes sont dans des difficultés pour pouvoir mobiliser suffisamment de vivres pour venir en aide partout. Chaque fois, si on doit assister à ça et qu'on laisse faire, mais c'est grave. Absolument. C'est grave. Et c'est d'autant grave qu'on s'est dit qu'on a encore aujourd'hui, on dit qu'il y a des partenaires des Blancos qui sont là pour nous aider. Alors, Monsieur Issoufou Ali, il nous écrit, il dit, concernant par exemple la situation de Ouro Diallo en particulier, sur le cours d'eau traversant les deux côtés du canton de Ouro Diallo rend difficile l'accès à l'autre côté devenu donc un no man's land. À quoi servent les avions de chasse alors, de l'armée française et même les moyens aériens de l'armée nigérienne? On nous a toujours dit qu'aucune portion de notre territoire n'est occupée par les terroristes et autres bandits armés en haillons. Qu'est-ce qu'il faut désormais comprendre avec cette situation qui se présente? Qu'est-ce qui expliquerait le silence complice et coupable des élites politiques et intellectuelles dans notre pays concernant cette situation? Non, les élites bougent. Moi, je me dis, c'est les autorités qui ne bougent pas. C'est les autorités, apparemment, qui se complaisent de cette situation-là. Les gens, si les élites ne bougeaient pas, les journaux n'allaient pas en parler. Si les élites ne bougeaient pas, les gens ne sauraient pas ce qui se passe. Mais le gouvernement, lui, il a imposé une sorte de blackout sur l'information dans la région, ou en ce qui concerne même les bilans. Donc c'est ça qu'il faut déplorer. Il faudrait que le gouvernement sache que quelle que soit la partie du territoire national, il faut la sécuriser. Et on se rend compte que ce soit dans la région de Walam, que ce soit dans la région de Torodi, que ce soit dans la région de Terra, là où on demande aux populations de déguerpir, il y a des richesses du sous-sol. Rappelez-vous, après Gauthier là, je crois qu'il y a une société espagnole qui va exploiter un minerai qui, semble-t-il, rentre dans la fabrication des téléphones cellulaires. Donc, c'est vous dire que, quelque part, est-ce qu'il n'y a même pas comment on appelle ça? Est-ce qu'il n'y a pas un silence complice quant à la situation d'insécurité créée? Comment des forces censées venir nous aider à rétablir la sécurité restent l'arme au pied ou n'interviennent pas quand nous sommes attaqués? Moi, je me pose la question. Ces avions-là, en 15 minutes, ils sont sur le même les hélicos, en ce qui concerne par exemple l'attaque de Porto. Normalement, l'aviation doit être en permanence en état d'alerte. On sait que dans la zone, les motos sont interdites. 2 hélicoptères suffiraient à les localiser, à les neutraliser, même la nuit. Parce qu'ils seront obligés soit d'allumer des feux ou émettre des bruits qu'avec les radars ou avec même les lunettes infrarouges, les pilotes peuvent détecter.
Et en ce moment-là, les pilotes les verrouillent et les neutralisent. Mais il n'y a pas eu d'intervention. Il n'y a pas eu d'intervention. Heureusement que les gendarmes ont été prompts et efficaces. Ils les ont mis en déroute. Ça veut dire que si les gendarmes n'avaient pas été prompts et efficaces à Kodola, ils allaient prendre leur poste et puis finalement couper peut-être pendant un certain temps la route numéro 1. Donc moi je me dis qu'il faut quand même que le président de la République lui-même prenne la mesure du danger. Aujourd'hui nous sommes menacés jusqu'à Niamey. Aujourd'hui nous sommes menacés sur l'ensemble. Il n'y a pas de parti sûr. Il n'y a pas de région sûre maintenant. Ça veut dire que même à Niamey on peut nous attaquer. Donc, pour que cela n'advienne pas, il va falloir prendre des mesures rigoureuses. Ceux qui sont incapables là, moi je crois qu'il faut les balayer. Un militaire qui conduit 3 opérations et qui échoue, mais il n'a plus sa place dans le commandement. C'est comme ça que les choses se passent. Hein. Il n'y a pas de, en situation de guerre, il n'y a pas d'amis. On veut des gens efficaces. Il rétablit la situation. En ce moment-là, si vous voulez, vous nommez des gens. Monsieur Zakari, qui nous écrit depuis Walam, donc ville de Walam, de la région de Tillabéri, il dit: je suis parfaitement d'accord avec vous, Ousseini, quand vous dites qu'il n'y a pas d'accalmie. Et si accalmie il y a, c'est du côté des communications qui se font rares, ce qui fait croire que la situation s'améliore. Pire, on peut même dire que c'est une grave erreur de parler d'accalmie pour éviter de planter le couteau dans la plaie de ceux qui continuent à subir continuellement les affres de cette insécurité. Mais bien évidemment, quelqu'un qui vient à Niamey, qui est là, dans un salon, comment dirais-je, entretenu à grands frais par l'État. Mais alors, quand vous ne vivez pas ces situations dramatiques-là, vous pouvez penser, parce que quelqu'un vous a fait un rapport pour vous dire non, il n'y a rien, machin. Alors que ces mêmes djihadistes-là, ils vont dans les marchés, ils raquettent les populations, ils viennent, ils trouvent un chef de famille avec ses animaux, toute sa richesse, ils emportent. Alors, quelqu'un va venir s'asseoir pour dire ah oui, il y a accalmie parce qu'il n'y a pas, comment ça s'appelle, il n'y a pas. Non, mais où est l'accalmie? Où est l'accalmie? Mettez-vous à la place de celui dont on a pris les biens là, celui dont on a mis sur la place publique pour fouiller. Alors, mais c'est des choses qui remontent aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas l'information officielle, mais les réseaux sociaux donnent l'information, parce que les populations qui vivent dans ces zones-là, aujourd'hui, qui n'est pas informé de ce qui est en train de se passer à Ouro-Dialayo? Est-ce qu'il y a un Nigérien, en tout cas, tous ceux qui suivent les réseaux sociaux, quand il y a eu l'attaque de Kodola, est-ce que les gens ne sont pas informés? Les gens n'ont pas besoin. Si on peut penser qu'on peut faire blackout sur l'information pour montrer qu'il y a une accalmie, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que les populations sont devenues, il y a le journalisme un peu citoyen qui est là. Même le paysan qui est là, quand il y a un événement dans son village dramatique, il est capable de faire des machins pour envoyer. Alors, il n'est plus, parce que lui, il est témoin oculaire de l'attaque, n'est-ce pas? Et il peut faire aussi une vidéo, il peut faire aussi un vocal pour dire voilà ce qui s'est passé. Alors, quand on a des informations comme ça, moi j'ai dit c'est la promptitude, comme l'a dit Bounty. On ne peut pas laisser les gens s'installer pour dire que non, ils sont dans une zone. Mais c'est ce qui est en train de se passer dans cette localité de Ouro-Dialayo. Par rapport à ce qui s'est passé à Yorou, dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est M. Yacouba qui nous écrit, il dit bonjour mon frère, c'est ce jour donc 7 juillet 2023 à 20h45, deux éléments du poste de sécurité de gendarmerie de Yorou, partis en ville pour payer à manger, ont été pris pour cible au retour à leur poste par un tireur embusqué non identifié. Bilan, un mort, l'autre blessé grave évacué au centre de santé de Ayoru. Donc, on peut nous parler d'accalmie. Oui, c'est ce que... C'est-à-dire que l'ennemi est toujours en embuscade, il attend la première occasion pour nous sauter dessus. Le cas d'Ayoru, moi je pense que le cas d'Ayoru est beaucoup plus emblématique parce que toutes les forces sont à Ayoru. Et les Français sont censés être à 3 ou 4 km d'Ayoru. À Yorou, vous avez la garde nationale, vous avez la gendarmerie, vous avez les forces armées, vous avez la police. Et en tout cas presque chaque 3 mois ou 6 mois, vous apprenez que, soit dans la ville ou au niveau de la périphérie, quelqu'un a été tué. Bon, sincèrement, ça pose des questions, ça nous amène à nous poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, véritablement, la situation est sous contrôle à l'intérieur même de la ville et à la périphérie de la ville? Moi, je me pose des questions. Hein. Vous avez vu, il n'y a pas longtemps, je crois que c'est à l'intérieur même qu'un des gardes ou un policier a été tué. Il était parti chercher une serrure pour sa maison et je crois qu'il a été abattu en pleine nuit, vers 20h.
Donc, sincèrement, Ayourou pose des problèmes. Malgré la présence massive des forces de défense et de sécurité des forces étrangères là, qu'est-ce qui se passe? Il faut se poser des questions. Pourquoi ça? Est-ce qu'il ne va pas falloir fouiller tous les endroits soupçonnés? Moi, c'est une ville que je connais très bien. Est-ce qu'il ne va pas falloir peut-être fouiller toutes les boutiques du marché? Parce qu'apparemment, tout vient de là, hein, parce que vous savez que c'est un carrefour. Mais en tout cas, moi, ça me pose problème. Que ce soit une zone où les militaires ne sont pas présents, bon, peut-être ça peut s'expliquer. Mais qu'il y ait une présence massive et qu'on tue à l'intérieur de la ville ou à la périphérie de la ville, le poste de police en question, là, il est à quoi? 500 mètres, 600 mètres de l'entrée de la ville. Comment on peut... Les gens n'ont pas entendu les coups de feu parce que ce n'est pas avec un silencieux apparemment. Il n'y a pas eu d'intervention et on dit que le gars est non identifié, il a pu s'échapper. Vraiment, moi, Ayourou me pose des problèmes, sincèrement. Merci. Deuxième sous-thème de Presse Plus, législative diaspora, les résultats divisent le PNDS. Le résumé est signé Boubacar Amadou. Le PNDS, 2 pour le Modem FA Lumana et un siège pour le MNSD Nassara. Voilà les résultats. Les législatives partielles de la diaspora du 18 juin 2023 confirmées par la Cour constitutionnelle. Seulement ces résultats apparemment ne sont pas du goût du PNDS Taria. Le parti présidentiel escomptait en effet mieux et plus. Mais voilà qu'au vu des résultats actuels, il perd même un siège sur les 3 qu'il comptait après les élections de 2016. Si ce n'est pas une défaite, ça y ressemble fortement. Alors au sein du parti, les grincements de dents se font entendre. On cherche le ou les coupables de la déconvenue. Bref, les résultats divisent au sein des Roses. Qui va payer pour cette défaite électorale qui n'augure rien de bon pour les prochaines échéances si rien n'est fait? À suivre tout de suite le débat. Législative diaspora, c'est le scrutin du 18 juin dernier qui a donné ses résultats. La Cour constitutionnelle a même confirmé ces résultats. Nous revenons sur ce sujet cette semaine parce que les journaux de la place sont largement revenus là-dessus et il y a eu quelques évolutions. Notamment, on parle de mini-crise au sein du PNDS Taria qui n'arrive pas, le principal parti de la majorité présidentielle, qui n'arrive pas à digérer ces résultats qu'ils espéraient plus forts, meilleurs. La roue de l'histoire, l'hebdomadaire, la roue de l'histoire a titré « Le PNDS garde sa suprématie » en parlant des élections, en parlant des résultats des élections législatives partielles de la diaspora. Le PNDS garde sa suprématie. Et puis l'enquêteur, le quotidien L'Enquêteur, dans sa parution du 6 juillet, le journal titre « Législative partielle de la diaspora, le PNDS introduit des recours auprès de la Cour constitutionnelle ». Le PNDS introduit des recours auprès de la Cour constitutionnelle. Et puis tout de suite après, au lendemain, le 7 juillet, l'enquêteur nous informe que la Cour constitutionnelle donc, a rejeté les recours introduits par le PNDS Taria avec ce titre. Nouvel échec cinglant pour le PNDS, la Cour constitutionnelle maintient les résultats des législatives de la diaspora. Nouvel échec cinglant pour le PNDS, la Cour constitutionnelle maintient les résultats des législatives de la diaspora. Et puis le Hérisson, le journal Le Hérisson, un hebdomadaire cette fois, qui titre « Après sa défaite aux législatives partielles, le PNDS cherche ses failles ». Après sa défaite aux législatives partielles, le PNDS cherche ses failles. Alors, Hussein, un moment, il y a eu des discours ici et là qui voulaient refuter ou ne pas prendre en compte les résultats de les analyses faites sur les résultats de ce scrutin, puisque le PNDS, avec 3 députés à la dernière législature, se retrouve avec 2. Les gens ne voulaient pas entendre
parler de défaite, mais aujourd'hui on a l'impression que c'est au PNDS, ça a été encaissé. On accepte, même si c'est à contre-cœur, que c'est une défaite, mais nous dit le journal Le Hérisson, on cherche les failles, on cherche comment ça s'est arrivé. Bon, d'abord, moi je vais commencer par l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle, parce que les gens ont tendance à faire l'amalgame. Moi j'ai lu un peu l'arrêt rendu. C'est par rapport à une requête introduite par le PNDS pour demander l'invalidation des listes de 3 partis politiques, notamment dont le Modern Fa, Lumana et Gomni et un autre parti là. À Kalkassa. Oui, non, mais c'est l'annulation du scrutin. Oui, l'annulation du scrutin, oui, bien sûr, tout à fait. Ça dénote que le parti ne veut pas reconnaître sa défaite, n'est-ce pas? Ça, c'est le premier aspect. Le parti ne veut pas reconnaître sa défaite parce que, semble-t-il, l'argent qu'ils ont mis dans la campagne, n'est-ce pas? Ils ont mis suffisamment d'argent. On a vu des personnalités quitter ce pays pour aller battre campagne, n'est-ce pas, pendant des jours à l'extérieur du pays. À commencer par le président. À commencer par le président du parti, mais également des cadres, de hauts cadres de l'administration, dont le directeur général. Au moment où il y avait des coupures, il était en train de... Le directeur général de la Niger. Qui est quand même président de la fédération PNDS de Tillabéri. Oui, d'accord, mais c'est quand même, il faut gérer. Tillabéri qui a de nombreux... Oui, mais ce n'est pas une raison. Moi, j'ai dit, il y a un problème, il faut gérer le problème. Au niveau de la diaspora. Moi, j'ai dit, il est là en tant que... Alors, bon, on peut ne pas nous étaler là-dessus, mais cet aspect-là, ça a beaucoup marqué ça, parce qu'ils ont mis beaucoup... Suffisamment, il y en a qui disent qu'ils ont cherché tous les 5 sièges. C'était ça l'ambition. C'est-à-dire passer des 3 qu'ils avaient dans la précédente législature à 5 karma. Ne pas donner même, comment dire, un seul siège de député à un autre parti. Bon, on voit bien un peu c'est quoi leur ambition, leur intention. C'était de créer les conditions pour ne plus devoir avoir affaire à des alliés qui vont demander, renforcer un peu leur poids. Créer l'hégémonie. L'hégémonie, bien évidemment. Mais malheureusement, ça ne peut pas fonctionner. Si ça peut fonctionner ici, où les gens sont à la limite, comment je dis, ils peuvent passer par des mécanismes de fraude, de braquage, et tout, comme pour pouvoir rafler le plus grand nombre de sièges. Dans la diaspora, les gens se connaissent, n'est-ce pas? Les militants des partis se connaissent, tout le monde est parti chercher l'argent. Ah, tu ne peux pas venir t'imposer à moi. J'ai fait mon choix, je suis avec tel parti, tu ne peux pas venir. On a vu des cas où on a arrêté des gens qui ont tenté de frauder, des responsables du PNDS, de la diaspora, qui ont tenté de frauder. Ça veut dire que ça montre que même en cas, même dans ils cherchent même à transposer les pratiques qu'ils ont l'habitude de faire ici. Alors, bien évidemment, ça a été un choc. Ça a été un choc parce qu'ils ne s'attendaient pas avec toute cette débauche d'argent et d'énergie qu'ils ont mis dans la campagne qui se retrouve dans cette situation-là. Et bien évidemment, les langues ont commencé à se déguer, il y a des attaques par-ci, par-là. Christelle n'a pas travaillé des choses comme ça. Il fallait s'attendre parce qu'ils s'attendaient à ce que le mécanisme de conquête qu'ils ont mis en place, que ce mécanisme puisse fonctionner normalement. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on sent que la cohésion dont on parle ou l'unité dont on parle là, ce n'est pas aussi évident que ça. Il y a des gens de plus en plus qui sont plus d'accord, qui sont dans le parti, mais qui sont plus d'accord avec la façon dont le parti est régenté, le parti est dirigé. Des failles, les gens parlent des failles, oui, déjà dans les résultats électoraux, on a escompté plus. On a eu ce qu'on a. C'est vrai qu'au niveau des nombres, ça peut paraître beaucoup, c'est 30 000 voix contre 21 000 pour le principal adversaire qui est le Modern Fa Lumana. Mais au niveau du résultat, ce n'est pas définitif, pardon, ce n'est pas du siège, ce n'est pas ce qui est escompté. Bon, on prend les doigts accusateurs sur certains responsables du parti. Le PNDS est victime de son propre élargissement parce que le parti s'est ouvert à des opportunistes, à du n'importe quoi. Donc, d'un noyau central, le parti se retrouve dans une situation où, aujourd'hui, beaucoup de pans à l'extérieur ne sont pas contrôlés. Et vous avez vu, il y a eu des défections parce que tout simplement, je crois qu'au niveau de la désignation, certains gros bonnets, en tout cas qui étaient au PNDS, ont été malmenés au point où ils sont partis. Donc ils ont contribué à affaiblir le parti en allant avec les militants avec lesquels ils ont rejoint d'autres formations. En plus, c'est qu'on se rend compte que ce n'est pas comme à l'intérieur du Niger, où on peut voler, venir avec des kalachnikovs, remplir les urnes et aller proclamer des résultats
en tout cas même contre la volonté des populations. À l'étranger, vous avez vu qu'il y a eu un tel contrôle, par exemple au Ghana, vous avez vu les dispositifs mis en place ne pouvaient pas permettre de frauder. Au Nigeria, je crois qu'ils ont la même chose. Oui, ils ont fait la même chose en Côte d'Ivoire, voilà. Donc en réalité, vous voyez qu'au niveau national, les dernières élections ont montré que concrètement, même si le PND se proclame par le plus grand parti du pays, il se trouve qu'en tout cas, ce n'est pas des moyens qui sont totalement détournés. Ces moyens-là, on a voulu les dupliquer à l'extérieur, ça n'a pas marché. Et le résultat est là. Vous voyez que le président du parti lui-même, il a fait pratiquement toutes les grandes capitales dans l'espoir que le PNDS raflerait les 5 sièges, malheureusement. Et vous savez, le problème, c'est qu'au lendemain des élections, le service de la communication du PNDS a sorti un communiqué triomphaliste. Dire que, vraiment, voilà, malgré machin, le PNDS sort vainqueur des élections, que le PNDS est le plus grand parti, même à l'étranger. Voilà. Mais le problème, c'est que le PNDS n'avait rien dit. Le PNDS aurait pu ne pas perdre ce député-là, parce que s'il avait accepté que la désignation peut-être des candidats se fasse de manière démocratique. Et beaucoup de partis se sont retrouvés dans la même situation. On a imposé des candidats, souvent à travers l'appareil du parti et non à travers le choix des militants sur le terrain. Et le résultat, c'est que, en tout cas, les machins, au finish, les résultats sont décevants. Donc le PNDS est d'abord victime de son élargissement. Moi, j'étais à Yoru, je vous l'ai dit, une année où c'était en 2011, je crois. Mais les seuls militants qu'il y avait, c'était un enseignant et puis quelques têtes là. Quand on m'a envoyé pour aller brûler la ville, il n'y avait personne. L'enseignant lui-même, il était dans son champ, il a fallu qu'on loue une moto pour aller le chercher et tout. Mais aujourd'hui, vous voyez que quand il y a un meeting, pratiquement tout le monde y est. Donc oui, moi c'est pour vous dire, je connais le parti, hein, personne ne peut m'expliquer. Moi j'ai géré Tilaberi avec beaucoup de sous sur le truc. Donc je connais. Mais en fait, le parti est victime de l'opportunisme des arrivants. Et ces gens-là n'ont aucune conviction en réalité. La seule conviction, c'est l'accès au marché, l'accès aux prébendes. S'ils n'ont pas accès, ils s'en vont. Et donc vous allez voir, dès qu'il y a un choc, ils vont s'en aller. Il ne faut pas se bercer du lit. Il n'y a pas d'adhésion idéologique. C'est des adhésions intéressées. Et les adhésions intéressées bloquent dès que l'individu n'obtient pas ce qu'il veut. C'est qu'il est venu chercher. Voilà, c'est qu'il est venu chercher. Dès qu'il se rend compte que les carottes sont cuites, il tourne le dos. Il fait qu'il tourne Kazakh et puis il s'en va. Mais est-ce qu'on peut mettre cette défaite sur le compte uniquement des arrivants ou des arrivistes entreprises, comme le dit Ousseinissa? Les responsables du parti sont pointés du doigt, notamment le président du parti qui avait personnellement dirigé cette campagne et qui avait voulu donner un cachet assez important à ces élections pour montrer la puissance du parti, justement. Oui, mais justement, le problème, c'est qu'il faut voir un peu le fonctionnement de ce parti. C'est que les gens ont découvert sur le terrain. C'est un parti où c'est la décision est, comment dire, c'est une décision verticale. C'est le centralisme démocratique. C'est-à-dire, on vous impose, c'est comme ça. Une fois que ceux qui doivent parler là-haut, si tu n'es pas d'accord là, tu t'en vas. Voilà comment ça fonctionne. Alors, ceux qui sont, comme l'a dit Bounty, ceux qui connaissent un peu, qui ont adhéré par conviction à ce parti-là. Il y a plein de gens qui sont arrivés. Souvent, moi, j'ai dit aux gens, vous êtes venus quand il y a à manger, vous étiez des opposants, et ou dimanche, vous étiez des machins. Mais aujourd'hui, ils se sont retrouvés dans un carcan, ils se sont mis dans un carcan où on pense qu'il n'y a pas de contradiction. Et à l'intérieur, ici, si c'est possible, et même ici à l'intérieur du pays, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le mécanisme, le mode de fonctionnement du parti. Parce qu'un parti, quand il n'y a pas de démocratie à l'interne, ça ne marche pas. Ou c'est quelqu'un qui impose sa volonté, c'est comme ça doit fonctionner. Si ça peut, on peut amener les gens dans les campagnes à accepter. Oui, mais si ça a marché tout ce temps pendant 30 ans, bon, pourquoi changer? Oui, mais ça a marché comment? Non, mais ça a marché comment? Pourquoi changer? Non, je veux dire, ça a marché comment? Hein? Ça a marché comment? Quand tu dis ça a marché, on a vu un peu comment le parti, la croissance, comment mais ça s'est fait comment? Ça s'est fait comment? Non,
je dis... Mais alors, tout les le monde sait que voilà ce qui s'est passé après. Ils se sont mis à éclater à travers des mécanismes qui n'étaient pas du tout souvent démocratiques, n'est-ce pas? Pour vouloir renforcer leur machin, tout le monde le sait. Ça, c'est un secret polichinelle, tout le monde le sait. Alors, qu'on dise que ça... Non, moi, j'ai dit, c'est un géant au pied d'argile. Une fois qu'ils ont conquis le pouvoir, ils savent qu'on peut prendre les gens avec l'argent. On peut prendre l'argent avec des moyens de pression autres que l'argent. On peut se mettre dans le fonctionnement des autres formations politiques pour qu'on casse, pour les fragiliser. C'est ça qui s'est passé ou c'est pas ce qui s'est passé pendant toutes ces années. C'est bien ça qui s'est passé, on a vu. Pour pouvoir fragiliser et créer les conditions pour que ce soit le seul parti, le seul coq qui chante dans la basse-cour, n'est-ce pas? Même y compris avec les alliés, même les alliés n'ont pas été épargnés par rapport à ces pratiques qui sont quelque part antidémocratiques, n'est-ce pas? Alors, comme ils disent qu'ils ont pu voir gravir et tout, mais même à l'occasion des élections, des dernières élections, on a vu ce qui s'est passé. Quand vous contrôlez tout, vous contrôlez, quand on sait comment les urnes ont été, il y en a qui sont des pays qui ne savent même pas, parce qu'ils n'ont personne pour les voter. On les a juste après les élections, on a mis qu'un tel, on peut mettre son nom. Voilà. Et c'est ce qui justifie un peu. Moi, je me dis, si on fait les choses dans la transparence, dans la légalité, moi, je dis, c'est pas possible. Vous savez, moi, je crois qu'il y a de quoi je parle. Il y a un aspect sur lequel, moi, je crois qu'il y a un aspect sur lequel il faut insister. C'est que le PNDS, lors du dernier congrès, a décidé qu'en 2026, il veut le moins d'alliés possible. La réalité est en train de démontrer que le PNDS fait fausse route. La preuve, le MND, qui n'avait pas de député, je crois, a quand même aujourd'hui un député. Donc, même si au niveau de la diaspora, les choses se passent ainsi, il est clair que... Mais là, bon, les analystes pensent plutôt que le MNSD a profité des failles au niveau du modèle de Farlumana. Et du PNDS aussi. Non, c'est-à-dire que dans tous les cas, ça veut dire que si dans les mêmes conditions, en 2026, on vote, le PNDS ne peut pas sortir majoritaire. C'est ce que ça signifie. Si déjà au niveau de la diaspora, parce que là, c'est un indicateur. Oui, même s'il conteste, il veut invalider certains livres, il est clair que, en tout cas, ce qu'il escomptait là, c'est pas ce qui est. Bon, c'est fini, la Cour constitutionnelle. Oui, c'est fini, la Cour, oui. Mais c'est vous dire que, en tout cas, c'est des gens qui sont aux abois. Ils se rendent compte que les calculs qu'ils ont faits, sur la base desquels ils disent qu'en 2026, ils veulent le moins d'alliés possible, ces calculs-là peuvent s'avérer faux. Ils peuvent ne pas se concrétiser sur le terrain. Et s'ils ne se concrétisent pas sur le terrain, qu'est-ce qui va se passer? Mais moi, je vais dire... on va donner des résultats réels, et au niveau de ces résultats réels-là, ils vont se rendre compte qu'en tout cas, il leur faut des alliés pour pouvoir constituer un gouvernement et au niveau de l'Assemblée, avoir une majorité. Oui, c'est ce que je veux dire. Pour peu qu'on organise des élections et que les autres partis se donnent les moyens de contrôler, y compris dans les zones où ils considèrent que c'est leur fief, pour empêcher les fraudes, les bourrages d'urnes, moi je dis quelque part, ces résultats qu'ils ont, ils ne les auront pas. On sait comment ça se passe, n'est-ce pas? C'est du forcing un peu qui est fait pour pouvoir montrer que ce parti est machin. Mais tous ceux qui le disent et ceux qui machin, c'est des gens qui sont venus avant-hier. Vous savez pas comment le parti a fait son ascension. Le journal jusqu'en 2000 encore, il y en a qui ne savaient pas, jusqu'en 2000, ils ne savaient pas comment le parti a fonctionné. Ils sont venus après 2012. La plupart de ces gens, on ne les a jamais vus sur le terrain. Voilà, donc c'est vous dire, pour moi, c'est des gens sur lesquels il ne faut jamais compter. Parce qu'en réalité, c'est des gens versatiles. Ils sont derrière des intérêts. Oui, ils sont derrière des intérêts mesquins qui, dès qu'ils ne sont pas réalisés. Le journal Le Renouveau, le quotidien, dans sa parution du 3 juillet, parle à propos de ces résultats, justement. Diaspora, les résultats partiels, législatifs partiels de la diaspora. Une défaite et des doutes pour le PNDS-Taria. Une défaite et des doutes pour le PNDS-Taria. Et puis, l'autre quotidien, l'enquêteur, dans sa parution du 6 juillet, titre « Crise au PNDS-Taria, Bazoum face au syndrome du gardien de but ». Crise au PNDS-Taria, Bazoum face au syndrome du gardien de but. Oui, défaite, oui, et des doutes aussi, certainement. Mais de là, est-ce qu'on à parler de crise? Est-ce qu'on peut franchir ou pas? Moi je dis, il n'y a pas un parti, en tout cas, on ne peut pas trouver un parti où il n'y a pas quand même des courants qui sont là.
n'est-ce pas? Il n'y en a pas, où les gens, c'est pas forcément que tout le monde est unanime sur, voilà, non, c'est que, contrairement aux autres partis où les gens peuvent s'exprimer pour dire qu'ils ne sont pas d'accord par rapport à la position du leader ou de ceci, cela, là-bas, il n'y a pas de contestation. On t'impose, tu suis ou tu ne suis pas, on te dit dehors. Il y a un seul courant qui Il y a un seul courant. Tu cherches à vouloir, on va te dire non. Tu sais, je me rappelle toujours ce que quelqu'un, un avocat m'a dit. Il m'a dit, rappelez-vous, quand il y a eu, comment dirais-je, le procès avec, dans l'affaire Bagalam, là, à Maradi, contre les machins, où quand même les maîtres sous les moments ont emporté, et que le président actuel, celui qui est sorti, dit, où étaient les juges quand ils avaient créé leur parti? Alors, ça signifie beaucoup de choses. Ça veut dire que jusqu'ici, c'est le même mode de fonctionnement qui continue. On impose que vous soyez d'accord ou pas. Si vous n'êtes pas d'accord, la porte est grandement ouverte, vous pouvez vous en aller. Alors, qu'on me dise qu'il n'y a pas de machin. La dernière fois, quand il y a eu le congrès, on a vu le discours que le président Youssouf est venu tenir, n'est-ce pas? Un discours autour de l'unité, de l'union, de la cohésion. Rester unis. Parce que sans l'union là, mais il sait que ça va pas. À l'interne, il y a quand même des courants, il y a des gens qui ne sont pas d'accord par rapport à certaines impositions qui sont là. Y compris peut-être ce président qui est là actuellement, il n'est pas d'accord avec beaucoup de choses, où des gens pensent qu'ils sont des casiers, que c'est eux qui vont, comment dire, imposer. Du point de vue même de la gestion de l'État. Alors, qu'on me dise que non, c'est l'harmonie, c'est la parfaite entente au sein. Moi je dis, c'est faux. On étouffe. Les voix dissidentes là, on les étouffe. On a vu quand il y a, comment ça s'appelle, ce mouvement-là qui s'est créé, Hamzari, ou comment ça s'appelle là. On a vu comment il y a une hargne pour pouvoir... Ils se sont précipités pour aller à Tawa, pour dire, faites attention, il ne faut pas qu'on vienne nous diviser. Voilà, alors si il y a eu là pour aller arrêter, pour vouloir arrêter le mouvement qui est encore, en tout cas qui continue encore son bon nombre de chemins, moi je dis quelque part, c'est que c'est un parti qui est traversé quand même par des contestations internes. Et à l'occasion de ces élections, les partielles, on a vu ça, où des gens sont sortis ouvertement pour critiquer de façon où les gens qu'on leur impose, ils veulent gérer les choses. Bon, c'est resté toujours dans le cadre privé, si on peut dire. Oui, mais ils ont parlé du cadre rouge, dans le groupe Abidjan, dans le groupe WhatsApp, etc. Bon, c'est resté toujours dans ce cadre-là. Mais alors, mais c'est déjà ça. Il n'y a pas de déclaration publique officielle. Non, il y en a qui ont fait des audios. Ils ont parlé du cadre rouge, là. Il paraît qu'il a un poids quand même, même si le parti en Côte d'Ivoire. Il dit non, ce monsieur-là, on aurait pu ne pas le laisser partir. Mais qu'est-ce qui se passe? On revient toujours au centralisme. À partir de Niamey, on a donné les directives pour imposer quelqu'un. Lui, il dit qu'il n'est pas d'accord, voilà. Et donc, ça a porté. Il n'a pas pu passer, mais il a fait beaucoup de tort au PNDS parce que le PNDS a fait le bon, ben, sauf qu'il n'est pas resté opéré. Il a été obligé, lui aussi, de migrer vers notre parti, notamment Bassira. Donc, bon, le PNDS reste, si on peut dire, tel qu'il est. Alors, on a dit des doutes, oui, pour le PNDS, mais de là à parler de crise de ce parti, est-ce que ce n'est pas trop dur? Surtout que lui, le président, il est pris entre... Parce qu'il y a des gens qui sont nommés... Est-ce qu'on peut lui mettre la défaite dessus? Est-ce qu'il est un peu responsable? Non, puisqu'il n'est pas impliqué directement, il faut mettre plutôt la défaite sur la tête du président du parti, qui a pris le risque de s'impliquer directement à l'étranger, en allant avec des cadres du parti, avec beaucoup de moyens, et qui malheureusement revient avec une récolte mitigée. Donc pour vous, c'est lui qui s'est exposé? Non, c'est lui qui s'est exposé pour le moment. Bazoum ne s'est pas exposé. Je crois qu'il ne s'est même pas déclaré, il ne s'est même pas prononcé sur la question jusqu'à aujourd'hui. Parce que de par sa fonction de président de la République, il ne peut pas le faire. Déjà, mais celui qui prend les coups, c'est plutôt le haut représentant du président de la République, qui est en même temps président du PNDS d'Area. Je crois qu'il est retourné dans ses petits souliers depuis qu'il y a eu les résultats, parce que quel que soit le communiqué triomphaliste qui a été publié par le PNDS, il se trouve que la réalité est là. La réalité, c'est que le parti ne pèse pas le poids qu'il pense. Voilà. Mais on ne peut pas parler de crise. Non, ça dépend de comment les gens... Ça dépend du coefficient de réalité que nous mettons à l'intérieur de chaque mot. Oui, crise, moi je me dis qu'il y a des doutes, parce que là ils se rendent compte que si on duplique les élections telles qu'elles se sont passées à l'étranger, on les laisse se faire de manière objective, le PNDS va perdre de sa superbe. Ça, il n'y a rien à faire. Donc moi je me dis que, en tout cas il y a des doutes,
il y a des doutes. Actuellement, ils doivent être en train de douter. Vous avez vu, ce sont les élections au cours desquelles promptement ils ont publié un communiqué pour dire que vraiment voilà, les partis se sont opposés. Avant la publication des résultats définitifs. Mais il se trouve que nous sortons plus forts, et nous sommes le plus fort, le plus grand parti du pays. Nous sommes. Et puis voilà, les résultats sortent, vous avez perdu un député. Et je pense que ce n'est que le début de la chute, parce que le parti dans tous les cas, c'est une loi naturelle. Tu arrives au sommet, et puis après tu vas dégringoler. Le parti a accumulé, il a ramassé des milliers et des milliers de militants sans conviction autre que la conviction pécuniaire. Bon, si vous n'avez pas les moyens. Et vous voyez qu'il y a des propositions, il semble que, en tout cas même si Kalla Moussari est sorti pour démentir, il semble que déjà ils sont en train de préparer la presse CENI. Et qu'ils voudraient le débarquer à l'Assemblée. En plus, ils veulent modifier les textes, semble-t-il. Encore, moi, j'ai vu. Au lieu que la caution soit de 20 millions, on veut porter la caution à 200 millions, 5 millions pour les députés, 2 millions pour les voilà. Donc, moi, je me dis que là, ça signifie quoi? Ça signifie qu'au bout de 12 ans ou 15 ans, vous vous êtes tellement enrichi que vous passez outre les réalités du pays. 200 millions, c'est pas rien. C'est un cinquième d'un milliard. Rien que, qui est le Nigérien qui n'est pas dans la drogue et qui peut... ou dans le détournement des deniers publics, qui peut donner une caution de 200 millions. Quel est ce Nigérien-là qui a 200 millions, en tout cas de par sa propre sueur, qui est en mesure de sortir de sa fortune 200 millions pour aller prendre le risque ou un parti politique? Non, un parti politique, même là, c'est pas n'importe quel parti, c'est un parti qui aura participé à la prédation des deniers publics. C'est tout. Mais un parti qui n'a pas participé, comment il peut avoir 200 millions? C'est pas le cotisation. Non, mais pas le. Bon, enfin, le parti. Mais les partis, c'est les gens. Non, ça peut cotiser. Dans tous les cas, ça ramène un peu à la prédation par rapport aux finances publiques. Moi, je ne vois pas qui peut, en tout cas, un commerçant peut avoir des milliards. Moi, honnêtement, mais sortir 200 millions. Non, on ne parle pas forcément d'une personne en particulier. On parle de parti. On parle de candidature. D'organisation, oui, de candidature. Soutenu par des organisations. Mais qui soutient les organisations? Le parti qui soutient là, il a fallu qu'il aille piller les budgets. Réaliste. Oui, même si ce n'est pas tout à fait le sujet. D'accord. C'est une digression. Oui. On parle bien de 200 millions. Oui, absolument. 200 millions comme caution à la présidence. Oui. S'il te plaît. Quand ils ont commencé là, et ils avaient combattu ce genre de choses-là, le taux de la caution. Aujourd'hui, parce qu'ils sont repus, ils ont créé beaucoup. C'est-à-dire qu'il faut créer les conditions pour qu'il n'y ait même pas beaucoup de candidatures. C'est plutocratie. Voilà. Alors, c'est nous seulement qui pouvons accéder à ces postes-là. Alors, où est la démocratie dedans? Merci. On finit avec le sujet du jour, comme je l'ai dit. On a pris l'habitude d'évoquer donc ces sujets qui arrivent généralement en fin de semaine, dont les journaux n'ont pas eu le temps, que les journaux n'ont pas eu le temps de traiter, mais qui font le buzz sur les réseaux sociaux. Et cette semaine, on peut retenir, entre autres, c'est quand même un sujet d'intérêt national qui a fait le buzz, comme l'a été un peu cette question d'hymne national il y a quelques jours. Donc c'est cette décision du Conseil des ministres donc de faire reprendre l'épreuve de mathématiques pour les candidats de la série D, puisque à l'évidence, après, on a remarqué que l'épreuve des mathématiques pour ces candidats-là recélait des erreurs et donc qui ont largement pénalisé les candidats. Donc le gouvernement a décidé de faire reprendre cette épreuve. Après ce conseil de ministres, le ministre des enseignements supérieurs, secondaires et supérieurs, le professeur Mamoudou Jibo, a donné quelques explications au cours d'un point de presse qu'il a animé en fin de semaine. Je propose de suivre un extrait de ce point de presse. « 89 813 se sont effectivement présentés. À l'issue des délibérations des premiers et seconds groupes, 22 660 candidats, dont 8 786 filles, ont été déclarés admis, ce qui donne un taux de réussite
médiocre de 25,33%, toutes séries et spécialités confondues. 16 des candidats admis ont obtenu la mention très bien, ce qui n'est pas du tout une performance. Parmi les 16, il est heureux de constater qu'il y en a 10 filles. Ça veut dire que, dans l'absolu, les filles sont performantes. 147 candidats ont obtenu la mention bien, dont 52 filles. 1273 ont obtenu la mention assez bien, dont 484 filles. La qualité sonore n'est pas très bonne, donc on continue, on revient sur ce plateau. Grosso modo, qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est que cette épreuve va être reprise. Selon le ministre Mamoudou Djibo, c'est l'ensemble des candidats de la série D qui sont autorisés, c'est l'expression utilisée, à reprendre cette épreuve. Donc cela veut dire que ce n'est pas obligatoire, ceux qui ne le voudront pas ne le feront pas, et c'est tous les candidats, même ceux qui sont admis, peuvent reprendre cette épreuve au moment où elle sera organisée, et c'est la meilleure note qui sera retenue pour les candidats qui ont participé ou qui participeront à cette épreuve. Alors, du point de vue du principe déjà, qu'est-ce qu'on peut en dire? D'abord, du point de vue du principe, comment cela pourrait-il arriver? D'abord, sur le premier principe. Quand on sait comment les choses se font, n'est-ce pas? Il y a un comité qu'on met en place par rapport au processus. Le comité qui doit, pour la soumission des épreuves, n'est-ce pas? Il y a un comité qui travaille jusqu'à ce que... Mais comment se fait-il que jusqu'à la fin, que personne n'ait pu constater, jusqu'à ce qu'on organise les élections, on corrige et on proclame les résultats? C'est à ce moment qu'on découvre que on ne parle pas d'erreurs, comment dirais-je, légères, graves erreurs. Comment ça se fait qu'on se retrouve dans une telle situation? C'est la question que je me pose aujourd'hui. Comment? Qu'on nous explique d'abord c'est où? Du moment où ces épreuves, les sujets de ces épreuves ne sont pas balancés comme ça. Ces sujets sont choisis. Ce sont choisis. Et on sait que c'est sécurisé. Et on sait qu'on doit pouvoir donner des sujets. On a l'habitude de voir, quand on constate qu'il y a des fuites, mais il y a toujours des sujets de substitution, n'est-ce pas? Mais qu'on se trouve dans une situation où jusqu'à ce que les élèves finissent, les candidats finissent de composer, jusqu'à ce qu'on corrige, c'est après seulement la proclamation des résultats. Moi, c'est ça que je ne comprends pas. En tout cas, je suis passé par le système depuis les années 80, mais c'est la première fois que j'entends ce genre de choses-là. Mais il semble que ces erreurs ont été décelées par certains élèves, candidats, mais ils n'ont pas été plus au sérieux, puis par certains correcteurs qui n'ont pas été également plus au sérieux, par certains jurys. Bon, il a fallu après, quand on a mesuré l'ampleur de ces erreurs-là, qu'on a été obligé donc de les prendre en compte, ces plaintes. Docteur, qu'est-ce que vous en dites? Moi, je suis scandalisé. Moi, je suis scandalisé parce que pendant 15 ans, j'ai fait partie du comité de choix des sujets. On n'a jamais eu ce cas. Comment depuis? Jamais. Vous avez... Par contre, des décisions ont été reprises, des épreuves ont été reprises oui, c'est-à-dire que quand il y a à la suite de fraude ou de fuite. Oui. Quand vous proposez des sujets, vous avez le sujet A et le sujet B par rapport à comment on appelle ça, à la session. Et vous avez même un troisième sujet au cas où tous les deux sujets-là peuvent connaître des fuites. Donc, en plus, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous, le comité, vous choisissez les sujets. Vous saisissez vous-même les sujets sur l'ordinateur de l'office du baccalauréat. Vous mettez un code. Vous ne venez travailler que dans le cadre de ce comité. Personne ne vient individuellement sur la machine. Le jour où vous considérez que vous avez fini tous les sujets, vous avez pu corriger tous les sujets, vous faites un jet pour remettre au directeur de l'office du baccalauréat. Même si ce n'est pas un mathématicien, il peut peut-être faire appel à quelqu'un en enlevant les entêtes pour demander s'il n'y a pas d'erreur. Bien sûr. La vérification. La vérification. S'il n'y a pas d'erreur, en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il donne son quitus, l'un d'entre vous participe
le jour J à l'impression. Et même là encore, il fait un premier jet pour vous dire de lire. Pour voir s'il n'y a pas de faute, s'il n'y a pas d'erreur. Ce n'est qu'après que maintenant il fait le tirage à grande échelle. Vous mettez dans les enveloppes. Normalement, ces sujets-là, on leur corrigé dans les enveloppes. Et surtout les sujets de sciences exactes. Comment on n'a pas détecté ces erreurs-là pendant tout ce processus? Maintenant, quand on distribue les sujets, les correcteurs qui sont sur les sujets sont des correcteurs, des surveillants de la matière, pour qu'au cas où il y a une erreur, il la décèle et informe le président du jury, qui lui informe l'office du bac. S'il y a lieu de corriger sur l'ensemble du territoire national, le service du bac se charge de répercuter l'information. Comment jusqu'à ce niveau, on n'a pas détecté l'erreur ou les erreurs? On corrige donc sur la base d'erreurs. Ça veut dire que même les admis là, c'est des gens qui sont hyper chanceux. On a escamoté une donc, partie. Donc pratiquement tous ces candidats ont été corrigés sur une partie. Sur une partie, ils ont été notés. Notés sur une partie. Non, mais c'est un scandale. Moi, je me dis, c'est un scandale. C'est un scandale. À la place du ministre de l'Enseignement supérieur, il n'y a pas de... Comment il peut justifier ce qui s'est passé? Il n'y a aucune justification possible. Ou tu rends ton tablier, ou le chef du service du baccalauréat rend son tablier. C'est comme ça. Il faut assumer les erreurs. Parce qu'elle ne devrait même pas intervenir. Je vous dis que ce n'est pas normal. Donc, quelle explication vous allez donner? Celui qui a admis, il se rend compte que bon, il a été noté sur la moitié du sujet. Bon, est-ce qu'il a envie de revenir? Est-ce qu'il a encore confiance en vous pour que... Parce qu'il se dit que si ce sujet-là aussi, il y a erreur. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il va... Il aura perdu son temps et son énergie. Donc moi je me dis qu'il faut faire... Franchement, moi je suis scandalisé. Hein. Moi, je ne participe plus à ça depuis 3 ou 4 ans. Et on a fait ça pendant 15 ans. Moi je crois qu'il n'a jamais eu ce problème. Et j'ai fait déjà le problème. Mais alors, est-ce que ça règle le problème? La reprise de l'épreuve pour tous les candidats sur l'ensemble du territoire. Est-ce que ça règle le problème? Non, mais je vais dire, ça ne devait même pas arriver. Le problème ne devait même pas se poser, n'est-ce pas? Moi, c'est ça d'abord. Pour moi, ça ne devait même pas se poser. Absolument. Quand j'entends des gens vouloir défendre, non. C'est ça qui fait que ce pays-là va mal. Non, quand des choses comme ça arrivent, ça veut dire qu'il y a eu des défaillances sur la chaîne. Il y a eu des défaillances et on doit pouvoir sanctionner. Même s'il faut répandre ce qu'il faut sanctionner. Parce que pour que demain, quelqu'un d'autre ça ne se reproduise. Mais on va se dire, bon, voilà, c'est une erreur, ça peut arriver. Non. Sur l'ensemble du territoire national. Cette décision... Et ça va coûter des milliards. Et ça va coûter des milliards. Et sans compter... Il faut payer encore mais sans compter une chose, c'est qu'il y a des candidats qui quittent souvent Niamey pour aller se présenter à Agadez ou à Nifa, des choses comme ça. Il y en a depuis la fin du bac, certains sont partis. Alors, il faut les faire revenir. Parce que même ceux qui ne sont pas admis, surtout ceux qui ne sont pas... Il est possible que parmi eux, il y ait des admis. Alors, ça c'est un coût encore au niveau des parents. Tout ça, c'est des aspects qui ne sont pas pris en compte. Et c'est pour ça que je dis, non, il faut créer les conditions pour que les choses comme ça ne se reproduisent. Mais si c'est pas juste venir, chacun va venir donner des explications, voilà, ça ne tient pas. Cette décision de reprise, elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante. Non, mais attends, mais qu'est-ce qui fait mal à ce pays? C'est parce que tout simplement, on veut trouver des excuses. Tout le temps en train de chercher des excuses pour protéger des gens. Pourquoi? Quand on va sanctionner, ça va donner des leçons pour que celui qui va venir au poste là, il va se mettre... Parce qu'à vouloir trop machin, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de correction autour du machin. Parce qu'il n'y a pas de sérieux. Même par rapport au choix des sujets, ce qu'on a donné de sujets à des gens qui ne sont pas très à main, qui ont peut-être quitté l'enseignement depuis longtemps et qui ont un niveau qui dépasse le niveau sans tenir. Parce que quand vous n'êtes pas sur le terrain, ce n'est pas le même niveau. Vous allez vous mettre dans une posture où vous allez comprendre que les élèves ils sont en mesure de comprendre peut-être ce que vous êtes. Alors que peut-être c'est dépassé ça que vous êtes en train et ils n'ont pas encore atteint. Non, mais même ça, il faut corriger. Même ça. Mais justement, vous savez, moi je pense que c'est des choses qui étaient... C'est des choses qui étaient prévisibles. Parce que au début des épreuves, il y a des activistes qui ont dit il faut faire très attention, le bac de cette année risque d'être un bac particulier. Parce que ceux qui sont désignés pour la correction ne tiennent pas forcément des classes d'examen. Alors, donc déjà à ce niveau-là, il y a un problème. Donc il est tout à fait possible que ces gens-là n'aient pas vu l'erreur, parce que soit ils n'ont pas le niveau, ils n'ont pas les compétences, soit parce que bon, ça dépasse le niveau des élèves. Oui, ou ce qui les intéresse, c'est juste l'aspect pécuniaire, puisqu'il y a des frais de déplacement dans le baccalauréat. Moi je pense que c'est peut-être ces deux aspects-là qui ont joué. Mais sinon, sincèrement, c'est une erreur qui ne devrait pas arriver.
Surtout que le directeur de l'OFI du baccalauréat, c'est scientifique avant qu'il ne tombe en philo. Donc au moins les sujets de terminale, quand même de mathématiques, machin, il devrait s'y connaître. La preuve c'est que quand vous reprenez sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui ont ajouté les éléments qui manquaient. Voilà, et à la main. Donc vraiment, je me dis que c'est d'une banalité telle que ça ne devrait pas arriver. Ça ne devrait pas arriver. Alors, voyons les réactions sur les réseaux sociaux tout au long de cette semaine, ce week-end surtout. Nous avons pris ici et là. Monsieur Nayoussa Jimorao, donc très présent sur les réseaux sociaux, un acteur de la société civile, enseignant aussi. Il dit, si on peut voir donc à l'écran, monsieur Nayoussa Jimorao, si on peut voir à l'écran, donc voilà, il dit que de reprendre une discipline, mieux vaut convoquer une seconde session du bac. Une seconde session du bac, carrément. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais il se trouve que c'est dans une discipline, dans une série que le problème se posait. Ce n'est pas dans toutes les séries. On ne peut pas reprendre le bac pour toutes les séries, n'est-ce pas? C'est au niveau de la série que le problème se posait. Même s'il faut reprendre, peut-être on va reprendre juste la matière, moi je pense, parce que c'est un coût. C'est un coût, on ne peut pas dire à tous les... Combien, ça a coûté combien de milliards? On n'a pas dit combien de milliards cette session a coûté. On ne peut pas dire qu'il faut reprendre à tous les niveaux. Moi je me dis que ça n'a pas de sens. Où est-ce que l'argent va sortir pour pouvoir organiser ça? Puisque le président a donné des instructions, ça veut dire qu'il va mettre les moyens. Bon, alors, c'est bon politique, peut-être qu'il va mettre les moyens à disposition. Monsieur Seydou Madougou, autre réaction. Monsieur Seydou Madougou, autre enseignant, qui est à la retraite, si je ne m'abuse. Lui aussi très présent sur les réseaux sociaux. Il a écrit, si on peut voir également à l'écran, les cadres partisans favorisés ont poignardé le président Bazoum Mohamed avec l'incompétence notoire. Erreur grave décelée dans la formulation du sujet de mathématiques de la série D. Monsieur le Président, il faut leur retirer le décret du port du bonnet rouge car ils n'ont pas satisfait la récompense. Leur coloration est frélatée. En langage philosophique rose, de telles bavures ne peuvent être commises que par les nomades politiques. Je pense qu'il connaît un peu les personnalités en question qui sont passées par plusieurs partis politiques avant d'atterrir au PNDS. Mais je pense que le poste de directeur de l'OFI du bac est d'abord un poste technique. Il ne faut pas politiser ce poste-là. C'est vraiment pour un administrateur, quelqu'un qui sait organiser l'administration, qui est en mesure de manager ce genre d'organisation-là. Moi, je pense qu'il faut... En fait, tout est lié ici à la politisation à outrance de l'administration. Et voilà l'un des symboles, comment on appelle ça, l'un des résultats. C'est que on se retrouve avec des gens qui n'ont pas les compétences, qui occupent des postes. Ce n'est pas parce qu'on est universitaire qu'on est un bon organisateur administratif. Il faut pas on peut être très brillant sur les bancs de l'école et être médiocre dans la gestion, du point de vue de la gestion. On peut être un très très bon financier et être un voyou quand il s'agit de détourner l'argent du pays. On a vu ceux qui arrivent à détourner, c'est avec la complicité justement de ceux qui sont formés pour gérer les finances publiques. Donc moi je me dis qu'il faut dépolitiser l'OFI du baccalauréat. C'est le seul cas où il y a eu cette erreur massive là. Je pense que moi de mon point de vue, même au PNDS, ils ont quand même des cadres qui sont susceptibles en tout cas de prendre la relève. Je pense un peu à l'actuel secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur. Moi, je pense que c'est lui qui va mettre. Autre action, il vient de M. Bani Ibrahim, activiste sur les réseaux sociaux, que vous connaissez également. Et si on peut voir également sa réaction à l'écran, en tout cas, l'une de ses réactions, il a fait beaucoup de... Nous avons choisi celle-ci. Il dit « Nous exigeons des sanctions pour cette bourde qui jette l'anathème et l'opprobre sur le bac et l'enseignement supérieur du Niger. Comment cela a-t-il été possible ?» Mais moi, j'ai toujours dit, on ne peut pas redresser tant qu'il n'y a pas de sanctions. C'est-à-dire, ça ne doit pas se faire à double vitesse, n'est-ce pas? Quel que soit par ailleurs le bord de la personne, il faut montrer que non, c'est des choses qui sont intolérables. Mais quand on va fermer les yeux, les gens cherchent des excuses pour dire non, non, c'est que... C'est notre camarade. Non, mais alors, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route, on veut aller droit.
Mais quand on veut aller droit, qui qu'il soit, quand il pose un acte qui mérite d'être sanctionné, il faut que la personne soit sanctionnée pour que ça serve d'exemple aux autres. Mais si on refuse de le sanctionner, il devient impuni. Alors, même s'il quitte le poste, là où il va aller, il va continuer dans les mêmes bêtises. Alors moi, je pense qu'on doit pouvoir mettre fin à ça. Parce que ce n'est pas une affaire de politique ici, politicienne, c'est une affaire qui concerne l'ensemble de la nation. Moi, je dis on ne doit pas pouvoir tolérer des choses comme ça. En tout cas, moi, je pense un peu à Garia. Parce que c'est quelqu'un de très organisé, c'est quelqu'un qui maîtrise aussi bien l'aspect littéraire que l'aspect scientifique. Moi, je pense qu'il va quitter le poste de secrétaire général de l'enseignement. En tout cas, moi, connaissant un peu le milieu, je pense que c'est sur lui que le PNDS va jeter son dévolu. Oui, je pense que on finit avec ce message, cette réaction de M. Cheibou Dambaji, notre enseignant à la retraite. Il était anciennement secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire, SIES. Donc pendant beaucoup d'années, maintenant il est à la retraite. Il dit, bac 2023, reprise de l'épreuve de maths pour le bac D. J'ai toujours pensé que la reprise d'une épreuve se fait au cours de la session. Si le gouvernement demande la reprise de l'épreuve de maths, il y a lieu de s'interroger sur comment se fera les délibérations. En toute logique, ce sont les mêmes jurys qui doivent délibérer. Pour redresser ce tort fait, il y a lieu de convoquer une seconde session exceptionnelle pour tous les candidats recalés, même si ça fait des ressources publiques à dépenser en plus. Cela paraît être l'option la plus logique. Non, mais ça peut être une option, oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais dans tous les cas, moi, je me dis, ça n'empêche, il faut toujours, il faut aussi créer les conditions pour que... On dit on veut des examens propres et tout et tout. Voilà un examen sale. N'est-ce pas? Comme ça. En tout cas, qu'il est loin d'être propre. Ah, mais non, mais parce qu'il y a là qui est entaché. Qui est obligé, qui contraint l'État à chercher encore de l'argent pour organiser un machin, une session. Moi, je dis quelque part, toutes les formules ou les formules qui sont en train d'être avancées sont des formules valables, mais il faut quand même sanctionner. Moi, c'est ça. Non, sous d'autres choses, on n'avait pas besoin de sanctionner l'individu démissionne. Mais s'il n'y a pas la démission. En tout cas, sous d'autres cieux, moi je suis persuadé que quand tu commets ce genre de truc où la crédibilité même du bac est en cause, tu rends ton tablier. C'est pas une honte. C'est reconnaître quand même que tu as été défaillant. Peut-être que plus tard, les gens peuvent te pardonner. Mais vouloir s'accrocher ou vouloir, à travers le parti, dire que non, c'est les opposants qui cherchent à... J'ai entendu, j'ai vu des conneries comme ça là. Non, les opposants n'étaient pas dans les jurys du baccalauréat. Mais même pas, c'est pas une affaire d'opposants. C'est un truc national où il y a eu une catastrophe qui concerne toute la nation. On ne peut pas parler d'opposants, les opposants n'ont rien à voir. C'est à l'interne qu'il y a des incompétents qui ont montré que le baccalauréat aujourd'hui est sujet à caution. Parce que tout simplement, il y a eu des notations biaisées ou des sujets qui n'ont pas été clairement formulés et au point où cela a entaché en tout cas les résultats. Et aujourd'hui, ça va coûter de l'argent à l'État du Niger, des milliards. De l'argent supplémentaire à l'État, malheureusement. Merci, docteur Amadou Bounti Diallo. Merci, Husseini Issa. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir reçus chez vous pour Presse Plus de cette semaine. Bonne continuation sur le programme de la radio et télévision. On fera la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir. Ils vont mettre à derrière. Mais bon. Ils vont la lever. Il y a un élément. Je pense qu'ils vont la lever.